Eh bien, c'est un sujet difficile que je vais traiter devant vous, et il est très difficile aux Français que je suis de rester, je ne dis pas objectif, mais impassible dans une histoire aussi affreuse que celle que je vais vous présenter. J'appellerai ça, si vous voulez bien, une hypothèse de travail. Je crois que l'histoire officielle, dans quelques années, ratifiera mon hypothèse de travail. Il faudrait partir du 17 avril 1934. C'est une date que vous ignorez, qu'on ignore généralement, et qui pourtant, dans la politique extérieure française, a une très grande importance. Qu'est-ce qui s'est donc passé ce 17 avril 1934 ? Bien, le ministre des Affaires étrangères, c'était Louis Barthou, que je connaissais. Vous savez, c'est un collectionneur. J'ai été travailler chez lui pour des papiers sur Lamartine. Il était ministre des Affaires étrangères, et dans cette note qu'il envoie à toutes les chancelleries, c'est-à-dire à tous les postes diplomatiques français, ce 17 avril 1934, il indique, dans des termes plus couverts que ce que je vais vous dire, mais enfin, c'est nettement ceci. Depuis Wilson, enfin depuis 1919, on avait essayé, ou fait semblant d'essayer, d'établir une nouvelle politique dans les rapports internationaux. À savoir on parlait de sécurité collective et d'arbitrage obligatoire, enfin les fameuses idées du plan Winston, qui pratiquement n'avaient guère eu de réalité. Même la Société des Nations s'était couverte de honte en 1931, lorsqu'il y avait eu une agression entre deux membres, le Japon qui se jetait contre la Chine, et la Société des Nations était restée parfaitement immobile. Alors M. Barthou en prenait texte pour dire, eh bien c'est fini, quoi. On ne peut pas continuer à essayer ou à faire semblant d'essayer de refaire une nouvelle politique internationale basée sur ces principes. Il faut revenir à l'ancienne politique internationale, celle d'avant 1914, c'est-à-dire la politique des pactes bilatéraux, quoi. Chacun se débrouillera comme il peut. Vous savez sans doute que depuis septembre 1933, Hitler qui a pris le pouvoir en janvier 1933. En septembre 1933, Hitler s'était retiré, enfin avait retiré l'Allemagne de la Société des Nations. Il était évident qu'il faisait un gros effort d'armement. Nous n'avions pas les alliés, enfin les anciens alliés, ne semblaient pas avoir les moyens d'empêcher Hitler de réarmer. Alors Barthou en tirait la conclusion que voici, eh bien, puisqu'on ne peut pas empêcher l'Allemagne de réarmer, que chacun se tire d'affaire comme il le pourra, chacun assurera sa défense nationale comme il l'entend. C'était donc un grand tournant de la politique française, c'était la reconnaissance qu'une certaine tentative était ratée et qu'il fallait en revenir à la politique d'avant-guerre. Quelle était donc cette politique d'avant-guerre ? Vous le savez bien. On avait essayé de dissuader, c'était un mot qui n'était pas encore à la mode, de dissuader l'Allemagne de Guillaume II d'attaquer en la prenant dans une pince. Il y avait d'un côté, depuis 1903, l'entente franco-cordiale, le bloc franco-anglais. Ça, c'était la menace allemande du côté de l'Ouest. Et puis il y avait l'Empire russe de l'autre côté, puis avec les tsars, l'alliance qui s'était faite complètement en 1907, c'est bien ça, lorsqu'Édouard VII est allé voir le tsar. On avait donc, en principe, un bloc puissant, enfin les deux pinces de la tenaille, la pince ouest et la pince est, qui devaient tenir en respect l'Allemagne de Guillaume II. Je n'ai pas le temps, et ce n'est pas mon sujet, d'indiquer comment s'était déroulée la guerre de 1914, où on peut dire que cette pince ne s'était pas bornée à être défensive, mais que du côté russe en particulier, elle avait été offensive. Enfin, toujours est-il que c'était le moyen qu'on estimait de pouvoir tenir à l'Allemagne en respect. Bon, alors maintenant, avec une Allemagne dangereuse, avec Hitler, Louis Barthou en concluait, il faut revenir à cette politique, et c'est pourquoi Louis Barthou va lui-même, si peu communiste qu'il fût, il était passionnément conservateur, faire entrer l'URSS à la Société des Nations, ce qui déplaît à un certain nombre de Français, mais afin de s'appuyer sur l'URSS, puisqu'il faut revenir à la vieille politique d'un bloc franco-anglais d'un côté et de la Russie de l'autre. Je sais bien que cette Russie s'appelait maintenant non plus la Russie des tsars, mais la Russie des soviets, et comme vous allez le voir, beaucoup de gens en France ne voulaient pas admettre qu'on puisse serrer la main des Russes, même militairement. Alors nous allons voir comment les nationalistes français et les responsables de la politique extérieure française vont se comporter dans l'application de cette politique qui a été recommandée par Louis Barthou et qui semble en effet la seule politique raisonnable si on voulait en revenir à l'avant-guerre. C'est là qu'il faut que je vous explique un peu ce qui se passe dans la politique intérieure française. Car je crois bien que dans mon tout premier cours, à moins que ce soit le second, je vous ai indiqué comment les rapports sont très souvent étroits, alors qu'on les prétend invisibles, entre la politique intérieure et la politique extérieure des États. Eh bien, il s'était passé quelque chose d'assez grave en France, c'est-à-dire l'apparition de l'antiparlementarisme. Remontant assez loin pour comprendre ce qui s'était passé, je ne me rappelle pas vous avoir indiqué la théorie qu'avait développée M. Thiers en 1871. Thiers, qui était un royaliste, dans une chambre de royalistes, composée de royalistes, l'assemblée du 8 février 1971 comportait 700 membres, 750 membres, et il y en avait 600 qui étaient royalistes, mais des royalistes de diverses obédiences. Il y avait d'un côté les légitimistes, qui soutenaient les Bourbons, de l'autre côté les orléanistes, qui soutenaient les Orléans, néanmoins c'était des royalistes. Et Thiers
leur disait, Thiers n'était pas tellement royaliste, il était plutôt thieriste, quoi. Alors Thiers disait, vous êtes tous persuadés, comme je l'ai été, dit-il, tous persuadés, que le système monarchique est le meilleur pour la protection de ce qui nous importe, c'est-à-dire la fortune acquise. Vous vous trompez, disait M. Thiers, j'y ai bien réfléchi. Dites-vous bien que dans une monarchie, du moins en principe, c'est un seul homme, la volonté d'un seul, le roi qui gouverne, c'est une volonté extrêmement vulnérable. Parce que les sujets peuvent se révolter au nom de la liberté, et quel sera l'argument du roi, sinon un argument de violence? Tandis que si nous avons la République, qu'est-ce que la République? La République, c'est, paraît-il, le régime de la volonté nationale. Donc c'est la liberté qui gouverne. Mais pratiquement, qu'est-ce que c'est que la souveraineté nationale? C'est la majorité du suffrage universel. Il suffit de la moitié plus 1 pour que ça s'appelle la volonté nationale. Toujours est-il que dans une république, le pouvoir est en principe invulnérable, puisqu'il est l'expression de la volonté nationale, la volonté de la majorité des citoyens. Il est donc beaucoup moins vulnérable que n'est un régime monarchique, et si nous arrivons, disait M. Thiers, à bien diriger le suffrage universel, de telle manière qu'il soit conservateur, vous voyez à quel point le pouvoir est renforcé dans ce qu'il a pour nous d'essentiel, c'est-à-dire la protection de la fortune acquise. Et Thiers disait, mais regardez ce qui s'est passé, vous avez 2 preuves admirables de la véracité de ce que je vous dis. Les 2 fois qu'on a, au cours du XIXe siècle, consulté le suffrage universel, 23 avril 1848 et 8 février 1871, les 2 fois, le suffrage universel, bien dirigé par les notables, et dans une France rurale et aux 3/4 analphabète, les 2 fois, le suffrage universel nous a donné une majorité conservatrice remarquable. Prodigieuse majorité conservatrice qui va balancer la Martine en quelques semaines en 1848, et magnifique réunion majorité conservatrice que vous êtes en train d'observer sous vos yeux, puisque nous sommes 600 royalistes contre 150 républicains. Vous voyez donc l'efficacité admirable du suffrage universel. Ça marchait bien tant que le suffrage universel était docile. Or, une première fois, il avait été cruellement indocile en mai 1914. En mai 1914, pour la première fois, on avait vu 103 socialistes à la Chambre française, ce qui semblait une chose effroyable, et les socialistes, aidés des radicaux, avaient la majorité. C'était donc la première fois que ce n'était plus l'ancien centre-gauche, créé par M. Thiers, qui s'appelait républicain, mais qui était avant tout conservateur. La première fois que ce centre-gauche, que représentait alors M. Poincaré, n'avait plus la majorité. Et le problème qui s'était posé à ce moment-là était un problème fiscal surtout, le problème de l'impôt sur le revenu, dont vous n'imaginez pas quelle terreur ce mot répandait dans la classe possédante. On avait écarté systématiquement et habilement l'impôt sur le revenu depuis 1871. Je me rappelle encore le 20 février 71, j'ai lu ça dans le journal officiel, le 20 février 71, la France ayant été condamnée, vous le savez, à payer une forte indemnité à l'Allemagne, 5 milliards, qui était considérable à l'époque. Un député de gauche avait dit, eh bien, pour faire face à cette dette, il faut établir l'impôt sur le revenu. Alors M. Thiers, chef du pouvoir, avait bondi de son banc et avait dit « Jamais, jamais, tant que je serai là, il n'y aura jamais d'impôt sur le revenu, c'est le viol du secret des fortunes, le viol des secrets des fortunes. » il a dit. En 1895, un gouvernement bourgeois, très conservateur du reste, un gouvernement radical, mais présidé par un M. Léon Bourgeois, et qui était en effet un bourgeois, avait annoncé de nouveau un projet d'impôt sur le revenu. Alors cette fois, c'était ce jeune député qui s'appelait Poincaré, et qui va se créer ce jour-là une grande notoriété, qui va faire 5 discours, pas seulement un, mais 5 discours torrentiels contre l'impôt sur le revenu, reprenant les formules de M. Thiers et en les améliorant. Thiers parlait du viol des fortunes, le secret des fortunes privées, et lui dira une odieuse, inadmissible pénétration de l'État dans les fortunes privées. Toujours dit qu'en 1914, le problème est très grave, une chambre indocile, des gens qui vont voter l'impôt sur le revenu. Il est voté le 2 juillet 1914. Mais entre le vote d'une loi et l'application d'une loi, il peut arriver des événements. Et il va arriver la guerre, précisément. Et l'impôt sur le revenu qui a été voté ne sera pas appliqué en 1914, il ne sera pas appliqué non plus en 1915. On aura tout de même gagné 2 ans. C'est parce que la guerre va traîner jusqu'en 1916 qu'il sera très, très, très modestement appliqué pour la première fois. Mais à ce propos, il faut que je vous signale une lettre, une phrase très imprudente d'un général bavard qui s'appelait général Rebillot, et qui, le 13 décembre 1914, dans un journal d'extrême droite qui s'appelait La Libre Parole, va risquer l'affirmation que voici, et qui était, je le répète, bien imprudente, au printemps. La situation était perdue. Il ne donne pas d'explication, mais tout le monde sait, c'était perdu à cause des socialistes. Par bonheur, écrit-il, la Providence inspira à l'empereur Guillaume II l'idée de nous attaquer. Alors bon, la guerre avait tout sauvé. Ça, c'était pour 1914. Voilà que le suffrage universel, qui avait été très gentil en 1919 grâce au bloc national, ce qui indiquait que c'était de véritables patriotes qui dirigeaient la France. Et là, ce suffrage redevient inconvenant en 1924.
Voilà qu'en 1924, pour la seconde fois, le suffrage universel amène une majorité de gauche à la Chambre. La Banque de France va organiser elle-même une insurrection bancaire, c'est-à-dire qu'on va fuir les capitaux, et le pauvre monsieur Herriot, qui du reste était en caoutchouc, peint en griffaire. Vous savez, c'était un rocher, mais un rocher en plâtre. Alors monsieur Herriot va rapidement être débarqué, et c'est Poincaré, de nouveau, qui va reprendre le pouvoir. Mais c'était la seconde fois que le public, le suffrage universel, se conduisait mal et se montrait inductile. Voilà qu'en 1932, pour la troisième fois, le suffrage universel envoie encore une majorité de gauche. Alors les mêmes gens qui, à partir de 1871, avaient dit, mais c'était pas tant le suffrage universel, ça nous donne tout pouvoir parce que c'est la volonté nationale elle-même qui se prononce dans notre sens, ces mêmes gens qui avaient vanté les vertus du suffrage universel, ces mêmes gens qui s'étaient par deux fois opposés à un putsch militaire, en 1889 avec le général Boulanger et en 1899 avec le général Roget. La France avait frôlé un putsch militaire à ce moment-là, le 23 février 1999, au moment des funérailles nationales, bien sûr, du président de la République, à cause de la concentration de troupes dans Paris pour des funérailles nationales. 3 généraux avaient dit, bon, on marchera sur l'Élysée. Ils ont pris peur, ils ne l'ont pas fait. Et le centre-gauche, le centre conservateur, avec Valdez-Creusot, avait organisé la défense républicaine. Pourquoi ? Parce que les conservateurs se disaient, il vaut beaucoup mieux une république qui est en fait une oligarchie bancaire, où le gouvernement de l'argent, la domination de l'argent est occulte, il vaut beaucoup mieux ça qu'un régime nu, un régime dictatorial, où la domination de l'argent sera trop évidemment visible. Alors on avait donc du côté du centre, gauche, des conservateurs, on avait donc préféré le suffrage universel. Mais à partir de 1932, ça change. Parce que pour la trois fois que le suffrage universel envoie une majorité de gauche. Alors on voit se développer dans mon pays un très vigoureuse anti-parlementarisme. On voit les ligues qui s'étaient créées autrefois, mais qui, avec la Ligue d'Action Française 1908, mais qui avaient très peu d'efficacité dans la foule. Voilà la Ligue d'Action Française qui devient considérable. Voici les Jeunesses Patriotes, créées en 1924, qui mordent sur la jeunesse intellectuelle. Voici la Solidarité Française de M. Coty, qui était le parfumeur qui possédait le Figaro. Voici le redressement français l'électricien, enfin je veux dire du PDG de l'industrie qui s'appelait Mercier. Voici les Croix de Feu de Larocque. Enfin, les ligues s'organisent contre le système républicain, appuyés par 3 hebdomadaires dont le tirage était considérable et qui avaient au minimum 2 millions de lecteurs par semaine, ces 3 hebdomadaires s'appelant Candide, Gringoire, Je suis partout, et tous les 3 anti-parlementaires. On en arrive même au point que le 6 février 1934, vous voyez, nous rapprochons notre date, puisque je suis parti du 17 avril, le 6 février 1934, une émeute énorme, la première grande émeute distinguée, une émeute de bonne compagnie, qui se produit à Paris. On avait déjà vu des émeutes ouvrières, mais on n'avait jamais vu les honnêtes gens qui se définissaient eux-mêmes comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes des honnêtes gens, et M. Henri Bordeaux parlait de la révolution des honnêtes gens dans l'écho de Paris. Honnêtes gens égale gens de bien égale gens qui ont du bien. Enfin, honnêtes gens égale possédant. Eh bien, c'était la révolution des honnêtes gens du 6 février 1934 qui avait failli renverser la République. Pendant tout le mois de janvier 1934, l'Action française annonçait jour par jour « à bas la République, à bas les voleurs », parce que la République était confondue à ce moment-là avec Stavisky, et que Stavisky avait en effet 4 complices radicaux, alors que dans l'affaire Oustric, qui était de 1931, beaucoup plus de parlementaires avaient été compromis, mais c'était des parlementaires de droite, alors on n'avait rien dit. Alors le 6 février 1934, émeute 40 000 hommes environ sur la place de la Concorde, et à 6h30, à 18h30, si les Croix de Feu qui arrivaient par derrière, c'est-à-dire par la place de Bourgogne, avaient continué à avancer, la Chambre était envahie et la République était par terre. Or, à 18h35, Larocque donne l'ordre à ses Croix de Feu de repousser chemin, de ne pas entrer dans la Chambre. Pourquoi ? Parce que M. Larocque ne voulait pas travailler au profit de M. Maurras, parce que M. Maurras ne voulait pas travailler au profit de M. Larocque, parce qu'il y a eu faute d'entente entre les conjurés. Maurice Pugeot, qui était le bras droit dans l'action de Maurras, écrira dans la Revue universelle en 1938 la vérité des choses. Il dit, même si nous avions triomphé, même si nous avions occupé la Chambre et renversé la République, les dissentiments entre nous n'auraient pas tardé à paraître, car nous n'étions pas tous du même avis, et surtout, nous n'avions pas d'hommes. Personne n'était là à la tête qui ferait l'unanimité l'unanimité de droite autour de lui. Il y avait bien le 7 février au matin, le vieux Lyotet qui s'était proposé. Mais il était trop vieux, il va mourir cette année 1934, il était très chancelant, et on pensait que son prestige avait décru et qu'il n'était pas satisfaisant pour faire l'homme bélier, enfin l'homme qui renverserait la République et autour duquel on pourrait se grouper.
Toujours est-il que vous voyez l'état d'esprit d'une partie de la France en 1934, ce violent antiparlementarisme. Autre chose, mais qui se rattache directement à ce que je vais vous dire. Quand j'avais 20 ans, en 1923, je croyais, avec une très grande naïveté, qu'un conservateur français était viscéralement et fondamentalement un nationaliste, un chauvin, un super patriote. Je croyais ça parce que ce que je voyais autour de moi. Et je savais que depuis des années, c'était comme ça, que les conservateurs français passaient pour les véritables patriotes, tandis que la gauche était des gens qui n'étaient insuffisamment patriotes. Exemple Jaurès. Eh bien, ce sont mes études sur 1870 qui m'ont montré que j'étais victime d'une illusion comme beaucoup de mes contemporains. Car si les nationalistes, si les conservateurs français, si la droite française était en effet super tricolore vers les années que je vous parle, 1923, ce n'était qu'un avatar chez les conservateurs français. Un avatar. Je veux dire que c'était un costume, c'était un travestissement qu'ils avaient adopté depuis un certain nombre d'années, je vais vous dire quand, mais qui ne correspondait absolument pas à ce qu'ils avaient été à l'origine, c'est-à-dire au début de la République. Je vous l'ai dit la dernière fois à propos de la Commune. Lorsque la République reparaît pour la première fois, enfin c'était la troisième fois je veux dire, avec le 4 septembre 1870, et que l'Empire est remplacé par la République, tous les notables, mettons à 99%, tous les notables français qui jusqu'alors avaient appuyé l'idée de la guerre, se détournent de cette guerre, puisque ce n'est plus l'Empire qui la mène, mais ça va être la République. On sait très bien ce que sont les vœux des Allemands, je vous le rappelais. Les Allemands avaient dit, nous voulons 2 provinces françaises, l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, les conservateurs français s'étaient dit, avaient dit ouvertement, et Thiers le disait clairement, évidemment c'est très triste de perdre 2 provinces, mais ça serait infiniment plus dangereux d'avoir une république qui serait une république victorieuse, en dépliant de mode république on trouve le socialisme, et c'est la fortune acquise qui va se trouver menacée. Donc soyons capitulards. Il faut savoir que la droite française, c'était le mot qu'employait Bismarck, a été capitularde dès 1870 en disant la paix tout de suite. Que les Allemands prennent ce qu'ils veulent nous prendre, mais surtout pas la République. Et ça va durer bien plus longtemps que je ne croyais. Il y avait un mot traditionnel chez l'extrême droite qui était la République, c'est la guerre. Et bien en 1885 encore, Cassagnac, qui était le leader bonapartiste de l'extrême droite, et à ce moment-là, l'extrême droite était surtout bonapartiste plus que royaliste. Cassagnac, en juillet 1885, alors que Jules Ferry est à la tribune et parle des conquêtes militaires que la France doit faire, au risque de se battre, disait, avec la Chine au nord du Tonkin, Cassagnac pousse le cri habituel « La République, c'est la guerre ». C'est justement le tournant maintenant. Nous sommes 86-87, c'est à ce moment-là que la droite va découvrir la vertu du chauvinisme, qu'elle avait jusqu'alors ignorée. Elle en laissait le monopole aux gambettistes, enfin aux gens qui représentaient la résistance républicaine de 70. Pourquoi ? Parce que c'est l'affaire de Boulanger, dont je crois vous avoir parlé. Général Boulanger, qui était ministre de la guerre en 86, qui au début avait fait le républicain d'extrême gauche, qui avait un slogan qui plaisait à la foule, les curés sac au dos, ça voulait dire quoi ? Jusqu'alors, les normaliens et les séminaristes ne faisaient pas de service militaire, ce qui était injuste. Alors Boulanger avait dit, il faut que tout le monde fasse service militaire, les curés comme les autres. Ça plaisait, ce slogan des curés sac au dos. D'autre part, il était très familier avec la troupe, enfin, il acceptait d'aller manger la soupe parfois dans les casernes, enfin, une grosse réputation d'honnête homme, quoi. Seulement, on s'était aperçu assez vite qu'il avait des liens avec les Césariens et qu'il se préparait à renverser la République. Alors, les Césariens, les gens de droite, les gens d'une République autoritaire, ou même de pas de République du tout, se disaient, mais la popularité énorme de Boulanger prouve qu'il y a quelque chose à faire auprès de la masse, auprès du populo, comme ils disaient eux-mêmes, du côté du nationalisme. Ça rend le chauvinisme. On voit que les Français y mordent. Nous avons été, nous, à droite, les fameux défenseurs de la religion, des défenseurs qui ne croyaient pas d'ailleurs, mais enfin, ils faisaient leur fameux clérigalisme incroyant, qui a eu tant de succès avec un monsieur comme Maurras, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, la défense de la religion, vous savez, ça rend moins, parce qu'il y a déjà une déchristianisation sérieuse en France, alors défendre la religion n'est pas très rentable. Tandis que défendre à la fois la religion et la patrie, ça, c'est sérieux. Alors, à partir de 1888-89, les conservateurs français deviennent nationalistes, ce qui n'était pas du tout précédemment. Et ça va durer 50 ans. Et maintenant, nous sommes en 1934-35, au moment où, de nouveau, les nationalistes vont changer de peau, et eux qui étaient tellement bellicistes, et qui avaient piétiné l'Allemagne de Weimar, et qui l'avaient craché à la figure en disant que c'était des abominables et des revanchards, à ce moment-là, nos nationalistes français vont être les plus conciliants qui soient, les ennemis les plus déclarés de toute guerre, parce qu'une guerre qui se battrait, qui nous conduirait la France à se battre contre le fascisme en Italie depuis 1922, ou contre l'hitlérisme en Allemagne depuis 1933, serait une guerre suicidaire pour la bonne cause. Ils regardaient les nationalistes français, les conservateurs français, qui s'intitulaient eux-mêmes du reste les nationaux maintenant, comme si tout ce qui n'était pas eux n'était pas national. Ces conservateurs français ne voulaient à aucun prix
que la France fût engagée dans une affaire militaire contre l'Italie et contre l'Allemagne, puisque l'Italie et l'Allemagne représentaient des régimes sérieux, plein d'espoir, enfin donnant grand espoir aux conservateurs français qui espéraient établir un régime à peu près semblable, sinon salazarien peut-être, en France. Alors, nous allons regarder ensemble comment la droite française, comment les conservateurs français, qui imaginaient de s'appeler nationaux, je viens de vous le dire, vont se comporter devant le programme que leur propose un conservateur, mais un conservateur fidèlement patriote qui s'appelle M. Louis Barthou, et qui leur dit, si vous voulez protéger la France contre la menace hitlérienne, il faut une jonction puissante et bien ferme et bien solide entre la France et l'Angleterre, et il faut, quel que soit le régime des Russes, obtenir que les Russes s'associent à nous pour lutter contre Hitler. Ça doit être facile, disait M. Louis Barthou, car les Russes ont lu Mein Kampf, Staline l'a regardé de près, et il a vu que Mein Kampf annonçait premièrement que Hitler reconquérirait de force, par tous les moyens, mais reconquérirait l'Alsace-Lorraine, car la France est notre ennemi mortel, écrivait Hitler en 1924, et quant à la Russie, il annonçait clairement dans ce Mein Kampf le Lebensraum allemand, fait l'espace vital de l'Allemagne, et du côté de la Russie. Donc nous avions la chance d'avoir un monsieur qui en Allemagne avait annoncé la couleur, avait dit « je me jetterai sur les Français et je me jetterai sur les Russes », il semblait donc indiquer que les Franco-Anglais d'une part et les Russes d'autre part se tassent les coudes pour essayer de dissuader Hitler d'attaquer. Or, qu'est-ce que nous allons voir? Voilà qu'en 1935, l'Italie, intouchable, puisqu'elle est fasciste, l'Italie se jette sur l'Éthiopie. C'était deux membres de la Société des Nations qui se battaient. Je vous ai rappelé tout à l'heure honnêtement que la Société des Nations s'était montrée nulle en 1931 dans l'agression, au moment de l'agression du Japon contre la Chine. Ça n'est pas une raison parce qu'on s'est trompé une fois et qu'on a manqué une fois son devoir pour recommencer. Et la Société des Nations a l'intention cette fois de bouger et d'appliquer le pacte. Ce pacte comporte des sanctions économiques contre tout membre de la Société des Nations qui en attaquerait un autre. Ajoutons, car il faut tout dire, ajoutons que si l'Angleterre, à ce moment-là, est extrêmement ardente pour la défense de la Société des Nations, c'est parce que les sources du Nil sont menacées. Tant que l'Abyssinie était entre l'Éthiopie, enfin, est entre les mains d'un Négus sans importance, c'est pas grave. Mais c'est une nation européenne, l'Italie, qui occupe l'Éthiopie et par conséquent les sources du Nil, cette fois ça n'allait plus. Alors les Anglais apportaient une grande passion à défendre les idées de la Société des Nations et disaient il faut appliquer des sanctions à l'Italie. La France se coupe en deux. Si la gauche dit oui, il faut appliquer des sanctions à l'Italie, la droite dit ah non, pas question, on ne va pas toucher à M. Mussolini. Et on va voir à ce moment-là un manifeste, ça s'appelle Manifeste des intellectuels, Manifeste des intellectuels pour la défense de l'Occident. Vous trouvez dans ce manifeste 10, je crois, ou 15, je ne me rappelle plus, académiciens. Vous y voyez Henri Bourdeau, bien entendu, vous avez Abel Bonnard, vous y voyez de jeunes écrivains qui s'appelaient Thierry Mounier, qui s'appelait Brasillac, vous y voyez même un philosophe qui vient de mourir il y a une quinzaine de jours et qui s'appelle Gabriel Marcel. Enfin, tout ce qui comptait dans l'intelligence française conservatrice écrit ce manifeste. Et qu'est-ce qu'il dit, le manifeste? Il dit que prévoir des sanctions contre l'Italie est une abomination, étant donné que c'est le travail même de la civilisation que M. Mussolini, avec de l'hypérite, est en train d'exercer en Éthiopie, qu'il ne faudrait même pas confondre race supérieure et race inférieure. Qu'est-ce que c'est que ces nègres de l'Éthiopie, tandis que M. Mussolini représente l'espoir de l'humanité. Voilà ce que disait cela. Donc, à aucun prix, ne pas appliquer de sanctions à l'Italie. Qui gouverne à ce moment-là la France du point de vue politique extérieur? C'est un nommé Laval. Et Laval a bien promis à la Société des Nations qu'il appliquerait les sanctions. Mais il obtient de la Société des Nations que la principale sanction, et vous comprendrez encore mieux aujourd'hui à quel point elle était principale, c'est-à-dire l'embargo sur le pétrole, ne soit pas appliqué à l'Italie. Si on avait décidé qu'il y avait un embargo général sur le pétrole, l'Italie ne pouvait plus continuer la guerre. Et bien c'est Laval qui va obtenir qu'au moins pas d'embargo sur le pétrole. Mais il fera beaucoup mieux, en douce, et sans en avertir les Anglais, qu'ils sauront bien entendu très vite. Laval va mettre le chemin de fer français, de Djibouti à Addis Abeba au service de l'Italie. Par conséquent, collaboration presque militaire de la France à l'agression de l'Italie contre l'Éthiopie. L'Angleterre est furieuse, elle est encore plus quand elle lit le fameux article qui a un retentissement, vous-même vous devez en avoir entendu parler, d'Henri Béraud dans Gringoire, faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? Voilà donc le résultat de la première politique extérieure que faisaient nos conservateurs, qui était de nous brouiller avec l'Angleterre. Du côté de la Russie maintenant. Du côté de la Russie, vous avez vu ce qu'avait fait Barthou. Ça avait été très mal accepté dans le Parti conservateur. Laval avait succédé à Barthou, dans des conditions que je vous dirai si j'y pense tout à l'heure, dans la dernière partie de mon exposé. Alors Laval, pour ne pas manifester trop nettement sa désapprobation complète, dans le fond de son cœur, de la politique de Barthou, va néanmoins se rendre à Moscou. Il va signer un pacte d'assistance mutuelle entre la France et le régime soviétique.
Hurlement, bien entendu, à droite, mais Laval dit à ses amis, ne vous inquiétez pas, c'est une affaire de politique privée. En effet, il est maire d'Aubervilliers, Laval. Aubervilliers, c'est la banlieue rouge de Paris. Laval a été autrefois un socialiste d'extrême gauche, au point que, pendant la guerre, 1915, il était allé à Quintal, vous savez, dans votre pays, et Quintal, où il avait rencontré des socialistes allemands, ça avait été considéré comme une trahison, enfin, qu'un socialiste français aille en pleine guerre serrer la main de socialistes allemands. En 1919, il s'était encore présenté comme un candidat d'extrême gauche. Il conservait à Aubervilliers une espèce de teinte, encore, enfin, une odeur d'extrême gauche sur ses vêtements. Alors il prouvait à ses électeurs d'Aubervilliers, voyez, moi, je ne crains pas d'aller serrer la main de Staline, et électoralement, ça lui était utile. Mais à peine le traité est-il signé, il faut le faire ratifier. Et nous savons aujourd'hui que Laval, retour de Moscou, va donner les enveloppes nécessaires à la presse docile, au ministère de l'Intérieur, pour qu'une campagne de presse se déroule dans la presse française conservatrice contre la ratification du pacte avec Moscou. Parce que l'argumentation est bien simple, on ne s'approche pas de ces gens-là, il faut un cordon sanitaire, toucher la main de Staline, même pour des raisons de politique extérieure, c'est tout de même la contagion qui va venir en France, jamais de liaison entre la politique française et la politique soviétique. Cette ratification, Laval s'arrange pour ne pas l'obtenir, et il faudra qu'il soit renversé pour qu'au début de 1936, il est renversé en janvier, le gouvernement Sarraut fasse contre tous les nationalistes français, contre les trois hebdomadaires dont je vous parle, contre l'Action française, contre toute la presse de droite, cette ratification. Encore faut-il que la ratification soit suivie d'ententes militaires entre l'état-major franco-anglais et l'état-major russe, et ça, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Quant à l'Allemagne, c'est bien intéressant ce qui se passe. Il y a un instant, je vous disais que du temps où l'Allemagne était celle de Weimar, qu'elle était épuisée, exsangue, elle ne pouvait guère songer à la revanche, nos nationalistes avaient été odieux avec elle. L'Allemagne de Weimar était couverte de crachats. M. Jacques Bainville, de l'Action française, avait écrit un livre qui s'appelle « Histoire de deux peuples », où il expliquait au public français que l'Allemagne n'est pas seulement dangereuse lorsqu'elle est militariste, lorsqu'elle est représentée par un empereur, mais que toute femme allemande, tout enfant allemand, sont des ennemis nés de la France. Et par conséquent qu'il faut les exterminer si on ne peut pas faire mieux. Un autre monsieur d'Action française, qui s'appelait Louis Dimier, avait écrit « Les tronçons du serpent ». Le serpent, c'était l'Allemagne. Il n'y avait plus que des tronçons, mais les tronçons, c'est aussi dangereux que le serpent. Enfin, une politique de mépris et d'insulte permanente à l'égard de l'Allemagne. Et quand Briand, pour des raisons du reste surtout bancaires, avait essayé une entente avec Stresemann, où Stresemann et Briand pensaient à une espèce d'Europe des banquiers, c'est tout de même mieux qu'une Europe déchirée, on avait vu toute la droite se jeter contre Locarno en disant « Monsieur Briand trahit les intérêts français ». Or maintenant, que l'Allemagne est devenue très dangereuse avec Hitler, dont on sait ce qu'il veut, cette même droite, jadis chauvine, se prosterne, oh non, j'exagère, enfin, multiplie les sourires et les prévenances à l'égard d'Hitler. Une preuve. La première preuve, la voici. En 1933, Einstein se sauve d'Allemagne, parce qu'il est juif. Une partie de la gauche française propose d'offrir à Einstein un poste au Collège de France. Soulèvement de toute la presse de droite, en disant si vous acceptez Einstein au Collège de France, c'est une provocation. Vous entendez, une provocation que vous faites à l'égard d'Hitler. Lorsque le 7 mars 1935, au mépris de sa parole, Hitler remilitarise la Rhénanie. Parenthèse, vous vous rappelez peut-être que l'Allemagne avait promis solennellement à Locarno qu'elle démilitariserait d'une manière permanente la Rhénanie. Donc pas de troupes allemandes sur cette rive gauche du Rhin. Hitler dit, si, je veux, moi, remilitariser mon pays, parce que j'ai demandé aux Français de faire l'égalité, c'est-à-dire de se reculer aussi, de retrouver leurs troupes de 50 km à l'intérieur de la France. Si les Français démilitarisent une zone de 50 km, nous ne remilitariserons pas. Comme les Français, naturellement, n'avaient pas voulu bouger, Hitler dit, moi, j'ai le droit, je défends mon pays, je suis obligé de remilitariser. Que pouvions-nous faire? Je crois que nous ne pouvions pas. Je ne crois pas que la France avait à ce moment-là le moyen de contraindre Hitler à reculer. Elle aurait pu très facilement, en envoyant une division, refouler ces bataillons. Mais nous savions aussi que si nous avions envoyé des troupes en Rhénanie, c'était un atout énorme que nous donnions au nationalisme allemand. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de la droite. Eh bien, premièrement, le 15 mars 1936, c'est-à-dire quelques jours après cette remilitarisation, comme certains parlaient en France de politique de violence à l'égard d'Hitler et de contrainte, M. Maurras avait écrit dans l'Action française un article intitulé « Pas de croisade juive », car se battre avec l'Allemagne eût été se battre au profit des Juifs. Mais ce n'est rien auprès de ce que je vais vous dire maintenant. Se constitue immédiatement dans Paris au mois de mars 1936 un comité de vigilance des jeunes Français mobilisables.
Je répète parce que le mot est curieux, hein. Comité de vigilance des jeunes Français mobilisables, n'importe quel jeune Français. Qui en prend la responsabilité? Trois messieurs, un nommé Jean Maxence qui est oublié aujourd'hui, un autre qui est moins oublié qui s'appelle Thierry Monnier, et le troisième s'appelle Darquier de Pellepoix qui sera commissaire aux affaires juives sous Vichy. Ces trois messieurs organisent un meeting à Magic City, environ 3000 personnes, et ce meeting se termine au cri de « Si l'on veut nous jeter contre l'Allemagne, c'est une guerre que nous ne ferons pas, car c'est la guerre des Juifs ». Voulez-vous réfléchir un peu à ce qui se serait passé en France si en 1914, au printemps 14 par exemple, des jeunes gens d'extrême gauche avaient dit au gouvernement Poincaré, si vous faites la guerre, quelque guerre que ce soit, nous ne marcherons pas. Nous annonçons que nous serons des déserteurs, des réfractaires, des insoumis, nous ne ferons pas la guerre de la France. Ces types s'étaient mis en prison immédiatement. Or, vous y avez 3000 jeunes gens, et probablement beaucoup d'autres, qui annonçaient ouvertement, si on se bat avec l'Allemagne, nous ne marcherons pas. Malheureusement, c'est des fils de famille. Alors on ne fera rien contre ces gens-là. On fera comprendre tout de même discrètement aux organisateurs que c'est imprudent ce qu'ils disent et le comité finira par se dissoudre. Mais le comité avait parfaitement annoncé, de la manière la plus ouverte, qu'une partie de la population française, si on voulait l'acheter contre l'Allemagne, ne marcherait pas. Ça, c'est en 1936, hein, mars 1936. Et voilà qu'en mai 1936, des élections les pires que la France ait jamais connues, celles de 14, celles de 24 et celles de 32 avaient été rapidement annihilées par les moyens que je vous ai dit. Et en 1936, c'était le Front populaire. Les communistes passaient de 11 à 72. Les socialistes qui avaient été amenuisés par la scission des néo-socialistes, lesquels, disait l'informateur personnel de Mussolini, sont des fascistes en puissance. C'est ce qu'avait dit Jobé à Mussolini en l'automne 1933. Les socialistes qui étaient tombés à 96 passaient à 147. Les radicaux perdaient du terrain, ils étaient 159 et restaient 112. Mais néanmoins, la conjonction radicale, socialiste, communiste, réunis dans le Front populaire depuis le 14 juillet 1935, avait une énorme majorité. Je ne suis pas là pour faire l'histoire des Fronts populaires, puisque nous regardons le désastre de 40. Mais que je vous dise rapidement, que je vous rappelle du moins ce qui s'est passé. Le gouvernement Blum n'était pas encore constitué, il constituera le 6 juin, et les élections sont du 8 mai. Le gouvernement n'est pas encore constitué, que se produit à travers la France une vague de grève telle qu'on n'en avait jamais vu. 2 millions de grévistes à la fin du mois de mai 1936. Et pour la première fois, des grévistes qui font des grèves d'occupation, des grèves sur le cas. C'est-à-dire qu'ils occupent les usines, enfin les lieux de travail, ou les grands magasins. Ajoutons qu'il n'y aura jamais un seul pillage dans les grands magasins et pas un seul sabotage dans les usines. C'est pas une atmosphère de violence, c'est une atmosphère de joie. Comme l'écrira Simone Veil dans un très bel article, elle dira c'était une joie, oui, c'était une fête. Depuis tant d'années, on avait tout subi, tout encaissé. Joie maintenant de pouvoir se redresser, se tenir debout, se sentir des hommes. Bon, alors le patronat prend peur, vraiment la panique, vous savez. Et à la veille du jour où Blum va constituer son gouvernement, donc le 5 dans la nuit, Lambert Ribot, président du comité des forges, et Duchemin, président de la Confédération générale du patronat français, viennent trouver M. Blum chez lui et le supplient, le conjurent de les mettre le lendemain en présence d'un interlocuteur valable. Cet interlocuteur valable étant M. Jouot de la CGT. Jusqu'alors, le patronat ignorait la CGT. Il disait, nous ne connaissons des ouvriers, nous ne connaissons pas de syndicats. Le patronat est dans un tel état de panique qu'il dit à Jouot, qui dit à Blum, nous allons discuter avec Jouot parce qu'il se fera entendre dans la classe ouvrière. Accord de Massignon dans la nuit du 7 juin 1936. Et sur sa foulée, Blum obtient les 11 et 12 juin 1936 le vote de 2 grandes mesures qui persisteront, la semaine de 40 heures d'une part et les congés payés d'autre part, lesquels congés payés existaient dans l'Italie mussolinienne depuis environ 10 ans. Mais évidemment, le patronat français en a pris un coup dur, ça l'a épouvanté. Ce qui s'est fait là, il a cru que c'était une atteinte à la propriété, alors qu'en fait, vous savez, les 9/10 de ces grévistes ne pensaient qu'au bien-être immédiat. Ils voulaient une augmentation de salaire, ils voulaient des congés payés, des réformes de structure, ça leur passait au-dessus de la tête. Il y en avait un petit nombre, avec Marceau Pivert et quelques trotskistes, qui voulaient des comités de gestion dans les usines. L'humanité elle-même s'y était opposée en parlant de la gesticulation hystérique de quelques trotskistes, disait l'humanité. Enfin, pas d'histoire, hein. Simplement on va donner à ces braves gens ce qu'ils demandent, c'est-à-dire 12% d'augmentation de salaire. Ça c'est considérable, 12% en moyenne. Bien entendu, le patronat ne veut pas voir les marges bénéficiaires diminuer, alors le seul moyen de récupérer ce qu'ils vont perdre par l'augmentation de salaire et par les congés payés, c'est la hausse de la vie, enfin, l'augmentation des prix de vente. Si bien que ces malheureux gens qui étaient pour la première fois, partis à la mer ou à la campagne, ils n'avaient jamais vu ça, les ouvriers parisiens, qui étaient partis si heureux.
Quand ils vont rentrer, ils vont s'apercevoir que les prix commencent à augmenter, ils vont augmenter, et l'avantage salarial qu'ils ont eu au mois de juin va être rapidement englouti. Donc le Front populaire va aboutir à cet avortement que des millions de gens, 2,5 millions je crois, étaient entrés à la CGT en 1936, et qu'en 1937, les cartes de la CGT sont déchirées en grand nombre, et qu'en novembre 1938, la CGT va tenter une grève générale qui aboutira à un épouvantable avortement. Néanmoins, la classe possédante avait eu terriblement peur en 1936, et le bruit, enfin la phrase que j'ai entendue moi-même et qui est maintenant répétée dans tous les bouquins, et c'est une phrase banale à droite, tout plutôt que Blum, tout plutôt que Blum. Et je vous assure que ce tout allait très loin. C'est ce que nous allons voir maintenant, et je voudrais vous citer, avant de commencer la deuxième partie de mon développement, une phrase que François Mauriac écrivait dans une lettre ouverte à Kérylis en novembre 1938. Quand le moment sera venu d'écrire l'histoire du nationalisme français, et je pense que le moment est venu, il sera curieux d'étudier cette étrange évolution qui crée chez nos nationalistes d'aujourd'hui une haine inconsciente de leur propre pays. Comment se manifeste-t-elle, cette haine? Tout plutôt que Blum, n'est-ce pas? Or, voilà qu'en 1934, Hitler avait augmenté de 43% son budget militaire. Cependant, ni en 1934, ni en 1935, les gouvernements français, celui de Doumergue d'une part et ensuite celui de Flandin et de Laval, de Flandin, oui, n'avaient rien fait pour l'augmentation, et de Laval, je ne suis pas bien trompé, mais Doumergue, Flandin, Laval n'ont rien fait pour augmenter les budgets militaires français. C'est en octobre 1936 que Blum, c'est-à-dire l'homme du Front populaire, va pour la première fois se soucier de donner à la France de quoi se défendre. Et il fait voter 14 milliards, chiffre énorme, 14 milliards de crédits militaires, pour la réfection de notre armement insuffisant et pour la construction de chars et d'avions. Quel est l'accueil que la presse chauvine, la presse conservatrice, la presse nationale, comme il disait, faite au projet de Blum, fauteur de guerre? Blum augmente de 14 milliards les crédits de la défense nationale, ça c'est un homme qui veut la guerre. Et il importe que je vous cite maintenant, en allant lentement, des phrases inouïes qui nous ont été révélées au début de l'année 1939 par l'ancien président du Sénat de Danzig, qui s'appelait Rauschning. Rauschning avait été nazi, était sorti du parti nazi, et révélait au printemps 1939 un livre, et publié un livre qui s'appelait « Hitler m'a dit ». Il y avait dans ce livre des phrases stupéfiantes, c'est pour ça que je vais vous en donner lecture en l'articulant bien, des phrases où Hitler se vantait d'une trouvaille qui lui était personnelle. Et le fait est qu'il avait raison. Cette trouvaille, c'était la dislocation psychologique de l'adversaire. C'est le mot d'Hitler, la dislocation psychologique de l'adversaire. Alors voici les phrases. « Jamais, déclare Hitler, jamais je ne commencerai une guerre sans avoir auparavant la certitude absolue que l'ennemi démoralisé succombera sous mon premier choc. » Je continue. « Partout en pays ennemi, nous aurons des amis qui nous aideront. Nous n'aurons même pas besoin de les acheter. Ils viendront nous trouver d'eux-mêmes. J'entrerai en France en champion de l'ordre social. Et je trouverai des collaborateurs, alors je m'excuse de ce que je vais vous lire, c'est pas moi qui parle, n'est-ce pas, c'est Hitler. Et je trouverai des collaborateurs, particulièrement dans les milieux d'affaires, pour qui seul un mot du dictionnaire s'écrit en majuscule, le mot de profit. Nous aurons avec nous les classes dirigeantes et possédantes, et ces collaborateurs spontanés, dans la bourgeoisie capitularde, c'est encore d'Hitler, n'auront pas de peine à trouver les phrases patriotiques servant d'habillage à leur jeu. Ben, je vais vous montrer à quel point Hitler a été comblé du côté des nationalistes, enfin des nationaux français. Oui, ils avaient inventé le mot national, surtout à partir de Blum, parce que Blum étant un juif était un métèque, naturellement, et ce n'était pas un français. Alors la manifestation qu'on était un vrai français, c'était national. Les ligues ne bougeaient plus, vous savez, ils avaient très peur, les ligues. Elles avaient été extrêmement vivantes jusqu'en 1934, et à partir du Front populaire, elles ne bougeaient plus. Mais en 1936, à la fin de juin 1936, le Figaro avait annoncé une journée nationale. L'immeuble du Figaro, que vous connaissez, au rond-point des Champs-Élysées, disparaissait sous oriflamme tricolore, et tout le 16e arrondissement, qui est un quartier honnête, ruisselait de drapeaux. C'était la protestation nationale contre la présence d'un métèque et d'un étranger au pouvoir. Alors les nationaux vont se conduire comme vous allez voir. Le 17 juillet 36, une nouvelle arrive dans les Telex, une nouvelle considérable, comportant un changement de régime en Espagne.
On apprend ce jour-là qu'un général qui s'appelait Franco, appuyé par certains groupes bancaires, faisait une offensive contre le gouvernement légal, qui est le gouvernement républicain. Les élections avaient eu lieu en février 1936. Il s'était constitué en Allemagne, en Espagne, un Frente Popular, que le général de Castelnau avait immédiatement appelé le Frente Crapular, et c'était ce front populaire qui dirigeait l'Espagne. Je ne nie pas, certes, qu'il y avait du désordre, en particulier du côté anti-religieux, où les églises étaient brûlées, où il y avait des violences. Mais enfin, il se trouve que ce gouvernement républicain était le gouvernement légal. D'autre part, ce gouvernement républicain était très bien avec le gouvernement républicain français, le gouvernement de Blum. Or, tout à coup, on apprenait que ce gouvernement républicain était menacé par une insurrection militaire. Revenons encore assez loin en arrière. Nous sommes au printemps 1870. Printemps 1870, Napoléon III apprend que l'Allemagne, la Prusse à ce moment-là, a l'intention de mettre un Hohenzollern sur le trône vacant d'Espagne. Napoléon III était un ami de la paix. Vous savez, quand il fera la guerre, il la fera à son corps défendant. Et il fait savoir à Guillaume Ier que la France va considérer comme un casus belli qu'il y ait un Hohenzollern sur le trône d'Espagne. C'est déjà assez, disait Napoléon III, qu'il y ait au nord-est de la France une Prusse dangereuse. On l'avait vu assez dangereuse contre l'Autriche et contre le Danemark. On s'attendait à ce qu'elle attaque à la France. Napoléon III dit « Je ne peux pas permettre que mon pays soit encerclé », qui est d'un côté une Prusse et de l'autre côté, derrière les Pyrénées, une autre Prusse. Bon, vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Guillaume Ier, qui était craintif, et malgré les exhortations de Bismarck qui voulait la guerre, Guillaume Ier retire la candidature Hohenzollern. Et voilà que maintenant, en juillet 1936, la France se trouve de nouveau menacée d'une autre Prusse, enfin d'un pays dangereux, de l'autre côté des Pyrénées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais vous raconter un détail qui est très peu connu et qui figure seulement dans ces 9 volumes illisibles, mais il faut les lire, de l'enquête parlementaire française sur les événements entre 1933 et 1945. Ça fait 9 volumes. Il y a des tas de révélations. Mais il y en a une qui est bien saisissante et que voici. Blum a pris des contacts à droite et à gauche. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Lebrun a dit pas bouger, Herriot a dit pas bouger, les Anglais ont dit pas bouger. Mais Blum fait venir notre attaché militaire français, colonel Morel, attaché militaire français à Madrid auprès du gouvernement républicain. Blum savait parfaitement que le colonel Morel était un monarchiste de tempérament. Un officier loyaliste, qui servait la République, qui n'était pas du tout d'Action française, mais qui ouvertement disait « Je trouve que la République est un mauvais régime pour la France ». Mais enfin, comme c'était un militaire loyal et très compétent, on l'avait maintenu en position. Alors Blum reçoit dans son cabinet ce colonel Morel, dont il sait la vie politique, et lui dit entre quatre yeux « Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous pensez ?» Et on a dans ce livre de l'enquête la réponse courageuse, je vous assure, courageuse, de ce colonel Morel, qui, regardant le président du Conseil juif dans les yeux, lui dit « Monsieur le président du Conseil, vous savez parfaitement ce que je pense. Et je pense même tellement ce que je pense que s'il y avait un roi en France, il n'hésiterait pas, interviendrait tout de suite en Espagne pour éviter l'énorme danger d'un gouvernement qui nous détestera de l'autre côté des Pyrénées. » Voilà ce qu'avait dit le colonel Morel. Faire une intervention en Espagne, c'est impossible. Le programme du Front populaire, le fameux serment du Front populaire du 14 juillet 1935 portait sur 3 mots. La liberté, le pain, la paix. Et même M. Guéhenno, qui était ami des formules emphatiques, avait dit la grande paix humaine. Les électeurs du Front populaire ne comprendraient pas qu'un gouvernant du Front populaire lance la France dans une opération militaire. Blum sait très bien que s'il essaie une intervention militaire en Espagne, il ne sera pas suivi de son propre parti. Mais du moins peut-on autoriser au moins le gouvernement républicain espagnol, le gouvernement régulier espagnol, à s'approvisionner en armes chez nous, en France. C'est ce que Blum déclare à ces républicains espagnols qui viennent le trouver en disant on a besoin de tanks, on a besoin de munitions, on a besoin de chats, enfin d'avions, est-ce qu'on peut en acheter chez vous? Blum dit mais c'est évident. Ça c'est le 21 juillet. Le 23 juillet, un certain monsieur Raymond Cartier, qu'on connaît je crois encore aujourd'hui dans Paris Match, monsieur Raymond Cartier publie un article foudroyant, vous m'entendez, article foudroyant dans l'Écho de Paris, pour dénoncer la trahison du gouvernement Blum. Le gouvernement Blum s'apprête à donner des armes à ce front crapulard qui est de l'autre côté des Pyrénées. On voit que le Front populaire, c'est la guerre. Voilà ce que dit M. Cartier. Blum va reculer. Il va dire oh, non, alors officiellement, on ne vous permet pas d'acheter quoi que ce soit. Et d'une manière assez misérable, ça sera clandestinement qu'il permettra à Malraux d'acheter quelques vieux coucous et que transiteront à travers la France, bien cachés, quelques pièces qui arriveront de Russie pour soutenir les républicains espagnols. Rien à côté de ce que l'effort militaire que vont faire les Italiens et les Allemands.
puisque les Italiens vont envoyer immédiatement des avions. Il y en a même deux qui vont tomber sur des possessions françaises. Un va tomber au Maroc, l'autre va tomber en Algérie. Donc on sait que ces avions italiens, bombardiers italiens, vont aider Franco. On a peur, Darlan lui-même a peur, que les Baléares deviennent une base militaire contre nous, coupant nos communications avec l'Afrique du Nord. On sait la Légion Condor, on sait l'aviation de Göring, on sait l'appui massif que les fascistes et hitlériens vont apporter à l'Espagne. La presse de droite fait le plus grand silence là-dessus. Parce qu'il ne faut pas dire que ces gens-là sont nos ennemis. Et quand, au printemps, je ne me rappelle plus la date, printemps 37, Guernica nous offre le premier exemple d'une guerre totale. Quand Göring a déchaîné ses bombardiers sur la petite ville basque de Guernica et que la ville est en effet rasée, savez-vous ce qu'on peut lire dans 3 numéros de suite de l'Action française? Il s'est passé quelque chose d'affreux à Guernica. La ville est en cendres. Parce qu'évidemment, ce sont des gens qui sont républicains, mais ils sont en même temps catholiques, ce sont des Basques. Alors les membres du Front populaire, c'est-à-dire les anarchistes et les communistes, se sont jetés sur Guernica et l'ont réduite ensemble par haine du catholicisme, afin de ne pas dire que c'était Göring. Vous voyez que la stratégie hitlérienne trouvait en effet des collaborateurs précieux en France. Hitler va procéder avec beaucoup d'habileté. Vous avez vu comme il avait fait à l'égard de la remilitarisation, en disant « je ne le fais que parce que la France elle-même ne veut pas démilitariser ». D'autre part, Hitler va réclamer l'Anschluss avec l'Autriche, que nous avons traduit inexactement en disant annexion. Non, ça veut dire réunion. Or, il faut savoir qu'en novembre 1918, au moment où se discutait le traité de paix qui sera la paix de Versailles, l'Autriche, qui était à ce moment-là réduite à rien, vous savez, l'Autriche-Hongrie était divisée en tout petits morceaux, il n'y avait plus qu'une petite Autriche. L'Autriche avait demandé et redemandé aux franco-anglais, enfin aux alliés de Versailles, de l'autoriser à se réunir à l'Allemagne. Refus absolu. En 1931, l'Autriche avait au moins demandé l'union douanière avec l'Allemagne et Briand le lui avait refusé. Alors c'est au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'Hitler va dire « mais je vais faire cette annexion ». La majorité des Autrichiens ne demandent que cela. Ça avait été vrai pendant des années, ça l'était moins depuis le nazisme, et une partie des Autrichiens qui souhaitaient la réunion à l'Allemagne jusqu'à 1933 ne la souhaitaient plus à partir du nazisme établi en Allemagne. Je crois néanmoins, il faut dire la vérité, je crois néanmoins qu'il y avait eu un plébiscite, il y aurait une immense majorité d'Autrichiens qui auraient dit oui pour la réunion à l'Allemagne. Réunion qui semblait, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous heurter, mais qui me paraît aussi naturel que la réunion de la Savoie à la France en 1860. La Savoie par les Français, elle était à ce moment-là italienne. Napoléon III avait demandé, comme prix de l'intervention qu'il avait fait en Italie, que la Savoie soit réunie à la France. Eh bien, je crois que la réunion de l'Autriche à l'Allemagne était aussi naturelle. Vous voyez qu'Hitler s'abritait derrière le droit des peuples. Et c'est encore derrière le droit des peuples qu'il va s'abriter, lui qui s'en moque pas mal, lorsqu'il va mettre en cause la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie l'inquiète beaucoup. 1, parce que les Français en ont fait un bastion militaire puissant sur le sud de l'Allemagne. 2, parce que le gouvernement Beneš, tchécoslovaque, est bien avec le gouvernement russe. Beneš a des liens d'amitié avec les Russes. Hitler a décidé de venir à bout de la Tchécoslovaquie. Or, au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parfaitement il faut le dire, le traité de Versailles avait annexé à la Tchécoslovaquie, afin qu'elle ait des frontières qui fussent des montagnes, avait annexé à la Tchécoslovaquie les monts des Sudètes. On finira par ne plus dire que les Sudètes, c'était une exactitude, c'est les monts Sudètes peuplés d'Allemands. 3,5 millions d'Allemands, ethniquement allemands et parlant allemand, avaient été de force réunis à la Tchécoslovaquie. C'était évidemment une violation des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et Hitler s'en emparait pour dire « mais je ne demande qu'une chose bien normale, je demande que des Allemands retournent à la patrie allemande ». L'arrière-pensée, vous la connaissez, c'était de détruire la force militaire de la Tchécoslovaquie. Elle venait du reste d'en prendre un coup, si je puis dire, depuis l'Anschluss. Parce que la Tchécoslovaquie n'avait pas de fortification du côté de l'Autriche, considérée comme non dangereuse. Donc, du moment que l'Autriche était devenue allemande, était devenue nazie, c'était déjà un moyen de tourner la Tchécoslovaquie par le sud et de prendre à revers ses défenses militaires de la région des Sudètes. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va faire Munich, vous le savez bien. Munich, c'est-à-dire que Chamberlain a fait savoir à la France qu'en aucun cas il n'interviendrait militairement pour protéger la Tchécoslovaquie. Seulement, c'est plus grave pour la France. L'Angleterre n'a pas de liaison d'honneur avec la Tchécoslovaquie, tandis que nous, Français, depuis 1925, nous avons un pacte d'assistance mutuelle. Nous avons promis juré, sur l'honneur de la France, que la Tchécoslovaquie serait défendue, en tout état de cause. Eh bien, la France va être obligée de renoncer à sa parole, et peut-être, je ne suis pas stratège, peut-être n'avions-nous pas, nous Français, en 1938, les moyens de nous opposer militairement à l'Allemagne. Je sais, ça c'est officiel, que le général Vuillemin, chef suprême de l'aviation française, avait dit « si nous faisons la guerre, dans 15 jours, il n'y aura plus d'aviation française. Tellement nous sommes encore mal armés en 1938. » Possible. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans la démonstration que je poursuis devant vous
et qui est le comportement des nationaux français, c'est-à-dire des conservateurs français, c'est de voir la violence avec laquelle tous les journaux de droite, les 3 hebdomadaires dont je vous parle, et l'Action française disaient en aucun cas il faut se battre contre l'Allemagne. La parole de la France, il y a des cas de force majeure. On ne peut pas faire la guerre à l'Allemagne, on ne doit pas faire la guerre à l'Allemagne. Et quand Daladier, le 23 ou 24 septembre, avait fait une prémobilisation, vous vous rappelez peut-être qu'1 million de réservistes avaient été rappelés, M. Gaxotte, aujourd'hui de l'Académie française, dans Candide, avait publié un article à l'intention de ces rappelés, en leur disant vous n'avez qu'un devoir, c'est de faire savoir que vous ne ferez pas cette guerre, qui serait un suicide de la France sur l'ordre des Russes. Voilà ce qu'écrivait un grand journal, Candide, et un futur académicien. Donc, acclamation dans l'Action française. C'est nous qui avons gagné, c'est nous qui avons fait reculer le parti de la guerre, lorsqu'on apprend la triste décision de Munich. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette réunion de Munich, vous vous rappelez qu'il y avait France, Italie, Angleterre et Allemagne, France, Italie, Angleterre, Allemagne, 2 nations qui auraient dû être présentes étaient absentes. La Tchécoslovaquie d'une part, puisqu'en fait c'était sur son dos qu'on discutait. Hitler n'avait pas accepté la présence de Beneš. Et la Russie soviétique d'autre part, qui elle aussi, comme la France, avait un pacte d'assistance mutuelle à la Tchécoslovaquie. Mais Hitler avait dit, en aucun cas je n'admettrai qu'un représentant de la Russie soviétique soit à Munich. La France et l'Angleterre avaient accepté, et Churchill écrira dans ses mémoires, c'était là, sur les joues de Staline, une gifle qu'il n'était pas prêt d'oublier. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de Munich? Eh bien le 6 décembre 1938, Georges Bonnet, qui dirige en France les affaires étrangères, et qui est un homme de bien, enfin qui est un homme très aimé du tout Paris, adresse une invitation à Ribbentrop, chef de la diplomatie allemande, l'invitant à Paris, en organisant une réception pour lui dont seront exclus tous juifs, même dans cette réception officielle, parce qu'on ne peut pas infliger la présence d'un juif à M. Ribbentrop. Et c'est au lendemain d'un épouvantable pogrom qui va se produire, anti-juif, qui va se produire à Berlin, mais peu importe, on serre la main de Ribbentrop, et on lui murmure, car M. Bonnet avait eu soin de ne laisser aucun document diplomatique, mais on le sait aujourd'hui, lui murmure que la France ne verra aucun inconvénient, elle se désintéresse maintenant de l'Europe centrale, aucun inconvénient à ce que la puissance hitlérienne se tourne plutôt du côté de l'Est. Vous me direz, bon, il faut de la bonne politique, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est un Français, M. Bonnet. Il sent que l'Alsace-Lorraine est menacée, alors il va diriger le monstre d'un autre côté. Il va dire, écoutez, laissez-nous tranquilles, nous on n'est pas très dangereux, tandis que vous avez du côté de Staline quelqu'un d'horriblement dangereux. Staline saura tout de suite, à cause des informateurs qui sont bien placés, ce que la France, par la voix de M. Georges Bonnet, a dit à l'Allemagne, à savoir, amis entre nous et entre la France et l'Allemagne, et tournez-vous donc du côté des Russes. Le 9 mars, je crois que c'est le 14 mars, je ne me rappelle plus, enfin en mars 1939, Hitler pour la première fois jette son masque. Il s'était masqué du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais voilà qu'il va se jeter sur la Tchécoslovaquie qui est déjà réduite pratiquement à rien. Il va entrer lui-même à Prague, je crois bien que c'est le 14 ou le 15 mars 1939, et cette fois s'imposant de force à un pays qui ne veut pas de lui. Qu'est-ce qu'elle fait la France? Elle ne bouge pas non plus. Mais c'est en avril que l'Angleterre va faire savoir, car hélas, mon pays suivait, était à la remorque, l'Angleterre va faire savoir, ça suffit. Cette fois, on va essayer de mettre un frein, on va essayer de dire non, on va essayer d'empêcher cette expansion redoutable et de plus en plus violente de l'Allemagne. Mais alors, si c'est entendu, si on va s'opposer à l'Allemagne, il faut tout de même s'arranger avec les Russes. Et effectivement, au lendemain de Munich, et au lendemain de mars 1939, c'est-à-dire de l'occupation hitlérienne à Prague, Hitler et Voroshilov, je crois bien que c'était Voroshilov qui était chef de l'état-major russe, demandent avec la plus grande insistance aux états-majors français et aux états-majors anglais que des conversations d'état-major aient lieu pour s'entendre sur la manière militaire de résister à Hitler. Chamberlain veut bien s'opposer à l'Allemagne, mais il est très réticent à l'égard d'une alliance militaire avec les soviets. Quant au gouvernement français, il fera semblant d'envoyer une délégation militaire, mais avec des instructions qui sont de ne rien faire sans l'accord de la Pologne. Attention, la Russie n'a pas de frontière directe avec l'Allemagne. La Russie est séparée de l'Allemagne par la Pologne. Pour venir au secours de la Pologne, et pour intervenir si la France et l'Angleterre sont attaquées, il faut donc que les armées russes traversent la Pologne. Or, il y a un contentieux terrible qu'on oublie trop, et dont De Gaulle n'a pas parlé dans ses mémoires, et je lui en veux un peu. Il y a un contentieux terrible entre la Pologne et la Russie. En effet, c'est en 1919 que la jeune Pologne reconstituée et enfin indépendante avait pris l'initiative d'une attaque contre la Russie, il faut bien le savoir. C'est la Pologne qui avait attaqué la Russie, en se disant elle est très faible, elle tend à mettre sa révolution.
Les Polonais ne s'attendaient pas à ce qu'avait fait Trotsky. Trotsky était arrivé à mettre sur pied une armée de 600 000 hommes et qui en voulait, je vous assure. Si bien que les agresseurs polonais avaient été refoulés, au point même que Varsovie avait été menacée par l'armée rouge. À ce moment-là, la France était intervenue, envoyant 2400 hommes. C'est rien, mais attention. 2400 hommes à Varsovie qui étaient des cadres, des gens dirigés par le général Weygand, qui avait dans sa compagnie le capitaine de Gaulle. Eh bien, ces 2400 cadres vont reformer l'armée polonaise, vont lui permettre de reprendre l'offensive, c'est-à-dire de redevenir agresseur contre la Russie, et cette fois, bien dirigés, les Polonais vont gagner et vont obtenir le 18 mars 1921 l'abominable traité de Riga. Ce traité de Riga accorde à cette Pologne d'agression des territoires proprement russes. Vous savez peut-être qu'au début, on avait fait la ligne Curzon. C'est M. Curzon qui avait fixé la ligne, c'est-à-dire la frontière entre la Pologne et la Russie, d'après les principes ethniques. D'un côté, du côté ouest de la ligne Curzon, c'était les Polonais. De l'autre côté, c'était des gens qui étaient de race russe et qui parlaient russe. Eh bien, les Polonais, agresseurs victorieux et appuyés par la France, obtiennent au traité de Riga que la Biélorussie, habitée par des Russes, devienne polonaise, de même qu'un grand morceau de l'Ukraine. Naturellement, Staline n'avait pas avalé ça. Et maintenant, en 1938-39, lorsqu'il disait « Je ne demande pas mieux que de me battre contre l'Allemagne et avec vous, mais quand je traverserai la Pologne, je reprendrai les territoires qui étaient les miens. » Les Polonais disaient pas question. Alors, les Polonais avaient le choix entre être écrasés, pulvérisés, anéantis par les Allemands, ou restituer aux Russes ce que les Russes leur demandaient qu'ils leur avaient volé. Et M. Georges Bonnet, qui ne voulait absolument pas, pour des raisons de politique intérieure, de cette alliance militaire avec la Russie, passait son temps à se dissimuler derrière la Pologne et dit « Mais nous n'y pouvons rien, c'est les Polonais eux-mêmes qui ne veulent pas de l'appui russe. » Nous avions bien su, nous, les Français, peser sur la volonté de la Tchécoslovaquie lorsqu'il fallait faire plaisir à l'Allemagne. Nous avions tous les moyens de peser sur la volonté polonaise, car c'était des subsides français, des millions, des milliards français, qui permettaient à l'économie polonaise de tourner. Eh bien, M. Georges Bonnet n'utilisera pas ces moyens de pression qu'il a sur la Pologne, parce qu'il ne veut pas d'une alliance militaire avec la Russie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la Russie? Elle va faire ce qui m'a tellement scandalisé quand je n'avais pas réalisé le coup, quand je n'avais pas compris l'opération, c'est-à-dire le pacte germano-soviétique du mois d'août 1939, que des quantités de Français ont pris pour une épouvantable trahison, et qui a permis même, enfin, qui a provoqué des scissions dans le Parti communiste. Mon camarade Nizan, qui était avec moi à l'école normale, inscrit au Parti communiste, va quitter le Parti communiste par indignation, en disant qu'il est inimaginable que Staline ait serré la main d'Hitler, il ne l'a pas fait, mais enfin, il a serré la main de Ribbentrop, et qu'il soit allié à l'Allemagne par le pacte du 23 août. Qu'est-ce que c'était ce pacte? D'abord, M. Reynaud dira, ça a été une pierre qui nous tombait du ciel, un choc prodigieux. Non, pas du tout. Staline l'avait annoncé au Xème congrès, j'ai oublié le nom du congrès, le numéro du congrès du Parti communiste, c'est le 14e, je crois. Enfin, au congrès du 10 mars du Parti communiste, 10 mars 39, du Parti communiste russe, Staline avait été très net. Il avait fait une allusion assez voilée à ce qu'avait dit Georges Bonnet, poussant l'Allemagne du côté de la Russie, et il avait dit « Nous ne sommes pas prêts à jouer ceux qui tirent pour d'autres les marrons du feu ». Il avait dit ça. D'autre part, espérant bien que ça serait répercuté, Staline avait fait dire à l'ambassadeur américain à Moscou, qui s'appelait Davis, il lui avait fait dire, si les Franco-Anglais continuent à ne pas vouloir notre alliance, nous allons être obligés de faire autre chose. Donc les Français et Franco-Anglais étaient avertis depuis plusieurs mois que Staline essayait autre chose pour se protéger. Et cette autre chose, ça va être la proposition invraisemblable, pour lui, inimaginable, que lui fait Hitler. Hitler lui dit, je vais attaquer la Pologne, je veux en finir avec cette Pologne. Je suis sûr que les Franco-Anglais ne bougeront pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Munich, je les tiens. Ce ne sont que des vers de terre, disait-il en parlant de Daladier et de Chamberlain. Ils ne bougeront pas. Alors nous allons nous arranger tous les deux. Vous, Russes, vous n'aurez pas à tirer un coup de fusil. Nous allons nous envahir, nous allons gagner, on écrasera les Polonais comme rien. Et quand la Pologne sera à terre, quand il n'y aura plus de gouvernement polonais, eh bien vous entrerez sur les terres russes que vous avez perdues depuis 1921. Vous comprenez que nationalement, M. Staline ne peut pas faire autrement que de se jeter sur une proposition pareille. Et comme il sait d'autre part qu'Hitler finira bien par se jeter contre lui, puisque c'est annoncé dans Mein Kampf, il va avoir là un avantage stratégique considérable. 1. La frontière de la Russie se déplace de 250 km vers l'ouest. Par conséquent, Leningrad d'une part et Moscou d'autre part sont beaucoup mieux protégés contre l'invasion allemande qu'elle ne l'était jusqu'à présent, puisque la Russie va avoir ce vaste glacis. Et deuxièmement, Hitler va tolérer que Staline prenne des dispositions contraignantes, je vous avoue, à l'égard des États baltes, afin de prendre de nouvelles sûretés en mer Baltique. Ces sûretés en mer Baltique sont faites, de la part de Staline,
pour se protéger contre l'inévitable agression allemande. Cette agression allemande, il sera beaucoup plus fort pour y résister, maintenant que les Allemands eux-mêmes lui ont donné la moitié de la Pologne. Voilà pourquoi Staline a fait cette opération que ni Churchill dans ses mémoires, ni De Gaulle lui-même dans ses mémoires ne condamnent. L'un comme l'autre disent, eh bien, la politique française avait été telle, cette main tendue de Staline, nous n'avions pas voulu la prendre. Staline, qui est à la fois le chef du communisme international, mais aussi le successeur des tsars. Staline, qui est un nationaliste pour son pays en même temps que le chef de l'international communiste. Staline a agi comme devait agir un homme qui avait les intérêts de son pays. Toujours est-il que le 1er septembre 1939, ça y est, l'Allemagne attaque, premier coup de canon, il se jette sur la France. Tout à l'heure, j'aurais dû, mais je vais le faire maintenant, vous apporter une citation pas croyable, paru dans une revue qui s'appelait Combat, qui était une revue actuellement à l'extrême droite, au moment de novembre, en novembre 1938. Cet article inimaginable est signé d'un nom aujourd'hui illustre, Thierry Monnier. Écoutez bien ce que M. Thierry Monnier écrivait en novembre 1939, à propos de la crise de Munich, qui datait de 2 mois plus tôt. Beaucoup, écrit M. Thierry Monnier, beaucoup estimaient, c'est tellement inouï que je vous demande de bien écouter ça, beaucoup estimaient qu'une défaite de l'Allemagne eût signifié l'écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart à la révolution communiste. Point virgule. En d'autres termes, qu'une victoire de la France eût été celle de principes considérés à juste titre comme menant droit à la ruine de la civilisation. Il est regrettable, poursuivait M. Thierry Monnier, il est regrettable que les hommes et les partis qui avaient cette pensée ne l'aient pas en général avouée, car ils n'avaient rien d'inavouable. J'estime même, écrit-il, qu'elle était une des principales raisons et des plus solides, sinon la plus solide, de ne pas faire la guerre en septembre dernier. On ne peut pas être plus net, hein. Vous avez un Français qui vous dit publiquement qu'il ne fallait pas faire la guerre car nous aurions pu la gagner, disait-il, hein, et qu'une victoire de la France eût été une défaite de la civilisation. Eh bien, ces phrases incroyables, vous les entendez multipliées au moment de la déclaration de guerre. Vous voyez M. René Benjamin de l'Action française, qui en 1943, dans un livre publié à Lausanne, j'étais déjà en Suisse, j'ai pu le lire tout de suite, et à Genève, à la Palatine, et qui s'appelait L'homme à la recherche de son âme. M. René Benjamin de l'Action française va oser écrire ce qui suit. Il paraît que nous étions engagés d'honneur à faire la guerre. Oui, parce qu'on était engagés d'honneur à l'égard de la Pologne. On avait renié notre parole à l'égard de la Tchécoslovaquie, on ne la reniait pas à l'égard de la Pologne. Il paraît que nous étions engagés d'honneur. Ah certes, écrit-il, le 3 septembre 1939, c'est-à-dire le jour de la guerre, je n'éprouvais pas le moindre sentiment d'honneur. L'idée d'une victoire me faisait frémir, virgule, autant qu'une défaite. Hein. Il a été prudent de dire ça. Néanmoins, c'est un Français que vous entendez déclarer ouvertement que l'idée d'une victoire de son pays le faisait frémir. Le premier collaborateur de Robert Brasillac à Je suis partout, qui s'appelait Alain Lobreau, écrit dans son journal qu'on publiera en 1945, 3 septembre 1939, « Ce que je souhaite pour mon pays, c'est une guerre courte et désastreuse. » Donc, nous, Français, nous avions en 1939 une partie de notre pays composée des notables et des chefs conservateurs qui ouvertement souhaitaient la défaite de ce pays, leur pays. C'est là où vous voyez que Mauriac, en 1938, avait été bon prophète. Qu'est-ce qui se passe? Les Polonais avaient espéré tenir tête à l'Allemagne en croyant que la France attaquerait. Ils disaient, les Allemands vont être obligés de diviser en deux leurs forces, puisque les Français ont décidé de faire la guerre, donc s'ils jettent leurs blindés sur nous, Polonais, ils sont obligés d'en garder une part considérable pour l'attaque que les Français vont lancer. Les Français ne lancent pas d'attaque. Faut-il jeter la pierre au général Gamelin? Je ne crois pas. Parce qu'on savait à ce moment-là la puissance de la ligne Siegfried. Il paraît qu'en août 1938, elle était faible. Je connais le rapport du général X, le nom m'échappe maintenant, du général allemand commandant la ligne Siegfried, qui en août 1938 avait osé mettre sous les yeux de Hitler une note disant « Août 1938, si les Français attaquaient, nous ne tiendrions pas 3 semaines. » Mais en août 1938 entre août 1938 et septembre 1939, la ligne Siegfried s'était prodigieusement fortifiée. Donc le général Gamelin avait probablement de fortes raisons, raisonnables, de ne pas lancer des troupes françaises à l'assaut de cette ligne Siegfried, c'était un épouvantable massacre. Et il ne pouvait rien faire d'autre. Pourquoi? Parce que la Belgique, qui avait été alliée de la France, alliée militaire de la France, jusqu'en 1937, avait en 1937 déclaré sa rupture. On avait rompu l'alliance militaire, Belgique-France, et la Belgique avait repris sa neutralité, comme si la neutralité qui pouvait la protéger, on avait vu ce que les Allemands avaient fait de la neutralité belge en 1814. Ben, Léopold III avait exigé que la Belgique se retirât de l'alliance. Si la Belgique avait été encore alliée
nous aurions pu tourner la ligne Siegfried. Gamelin aurait pu envoyer un grand nombre de soldats à travers le territoire belge et luxembourgeois pour prendre la ligne Siegfried par le nord. Ça nous était interdit et ça avait été un grand triomphe de la politique hitlérienne que d'obtenir la neutralité de la Belgique puisque ça interdisait aux troupes françaises d'y pénétrer. Et au point même que les Belges avaient mobilisé, je reviens de Belgique et j'ai posé des questions là-dessus, avaient mobilisé un certain nombre, assez fictif, mais en fait ils étaient là quand même, un certain nombre de soldats face à la frontière française pour s'opposer par la force aux Français si jamais ils voulaient violer la neutralité belge pour aller attaquer l'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. Donc on n'a rien fait. Mais il y avait une autre raison pour laquelle on ne faisait rien. Et ça, c'est plus de raison militaire, ça ne regardait plus Gamelin, ça regardait Daladier. Daladier savait bien ce qui se passait dans mon pays. Et il savait l'incroyable différence qu'il y avait entre 1914 et 1939. J'avais 11 ans en 14 et je me rappelle l'unanimité nationale, l'unanimité. On avait bien chanté l'international dans les rues de Mâcon, qui était mon pays, mais c'était 10 types. L'état-major avait compté sur 13 à 14% d'insoumission, il n'y en a pas eu 3%. Les pires antimilitaristes marchaient. Pourquoi? Parce que la France était attaquée et que le vieux réflexe national jouait. En 1939, la France n'était pas attaquée. La France faisait ce qu'il faut bien appeler une guerre préventive. La France disait « je suis engagé d'honneur à soutenir la Pologne », ça n'intéressait pas beaucoup de gens, vous savez. Ces quantités de paysans qui ne lisaient jamais leur journal et qui constituaient la piétaille de l'infanterie française, ces paysans ne comprenaient pas pourquoi ils étaient mobilisés. J'ai parlé avec plusieurs d'entre eux à la gare de Bordeaux, et ces types, vous savez, ils étaient tranquilles, ils étaient obéissants, d'ailleurs ils avaient peur des gendarmes. Les affiches de mobilisation parlaient de conseils de guerre pour tout réfractaire. Ces gens faisaient ce qu'on leur disait de faire, mais en se posant des questions. Enfin, on est attaqué? Ah non, on n'est pas attaqué. Alors pourquoi? Ah si, M. Hitler nous attaque, ça en marchera, mais tant qu'il ne nous a pas attaqués. Hein. D'autre part, la France, il n'y a pas tellement longtemps qu'elle avait subi cette hémorragie furieuse. 1 500 000 morts. 1 million de mutilés, en plus. Et il se trouvait que des gens qui avaient déjà combattu en 17 et 18 étaient remobilisés. 2 fois dans le même vue à aller au casse-pipe, non. Hein. Et puis il y avait cette énorme propagande de la droite et des grands hebdomadaires dont je vous parle, pour répéter à satiété, c'est une guerre idiote, il ne faut pas la faire. Je vais vous apporter 3 témoignages. En décembre 1939, j'étais professeur à Bordeaux, j'étais très lié avec un dominicain qui s'appelait le révérend Père Médieu, qui travaillait comme moi à la vie intellectuelle, était mobilisé comme capitaine d'artillerie, était venu en permission. Et quand nous étions seuls dans mon salon, il avait bien fait attention, on est seul, oui, on est seul. Et il m'avait dit, vous savez, Guillemin, je suis terrifié de ce que je vois sur la ligne Maginot. Je suis là avec des officiers de réserve, mais tous, ou presque tous, disent, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est une guerre suicidaire. Hitler ne nous en veut pas. Hitler a dit qu'il voulait faire la paix avec nous. Hitler a renoncé solennellement, il l'avait dit le 6 octobre. Renoncé solennellement à l'Alsace-Lorraine, mensonge de plus. Et puis surtout, Hitler représente le barrage contre le soviétisme. Voilà ce que cet officier me disait entendre d'officier. Par conséquent, il disait, si jamais la guerre éclate, je me demande comment ils vont se conduire. 2. Le 2 février 1940, je suis envoyé par les affaires étrangères, j'étais donc à Bordeaux, je suis envoyé par les affaires étrangères en Suisse, sous couleur de faire des conférences littéraires, et en fait, on m'avait chargé de faire une petite enquête pour savoir, d'approcher le plus grand nombre de personnalités suisses, hein, pour savoir comment les Suisses réagissaient à la situation française. Le 2 février, je m'annonce au consul général de France, qui s'appelait M. Perron, à Genève, et il me dit, oh, écoutez, venez donc dîner ce soir, il y a un dîner en l'honneur de Claudel, qui est chez moi. Tout content, moi, vous comprenez, j'ai encore jamais vu Claudel de près. J'y vais, mais il n'y avait pas que Claudel à ce dîner. Il y avait un monsieur dont je ne veux pas dire le nom, qui était un banquier français, cheveux d'argent, très élégant, rosette de la Légion d'honneur, et qui était là chargé d'une mission d'achat pour le gouvernement français en Suisse. Et tranquillement, ce monsieur, avec sa Légion d'honneur, à la table du consul général, disait devant un Claudel suffoqué, comme moi-même, j'espère bien que cette guerre va s'arrêter, enfin, sans qu'on la fasse. Parce que c'est une guerre absurde, enfin, c'est une guerre qui est au profit du communisme. Il faut qu'on trouve un moyen de s'arranger avec M. Hitler, disait-il, ce Français chargé d'achat en Suisse. Enfin, ce qui vous intéressera encore davantage, c'est le lendemain. Le 3 février, je vais à Berne. Et j'avais essayé de me trouver en contact avec le chef du département politique fédéral, M. Pilégola. Et j'y étais arrivé. Un monsieur, Drault, des Rosettes, qui était chef de, comment ça s'appelait, attendons, les conférences de langue française, association romande des conférences de langue française, avait bien voulu organiser chez lui, dans son salon, une conférence en smoking, je déteste ça, mais enfin, je devais parler devant M. Pilégola. 15 personnes, 20 personnes, en fait, tout à fait sélect, vous savez, j'étais élégant, il n'y a n'y pas croire. Et je devais parler sur François Mauriac, sujet le plus anodin.
je fais une petite conférence sur Mauriac et M. Drault ensuite me prend par le bras et me conduit dans un petit salon où Pilet-Gola et moi sommes seuls. Alors, j'allais prendre la parole quand Pilet-Gola me dit « Alors, M. Guillemin, on fait du renseignement ». Je deviens tout rouge, naturellement, parce qu'il savait, quoi. Alors, je dis « Écoutez, oui, ça m'intéresserait beaucoup que vous me disiez ce que vous pensez de la situation internationale. » Eh bien, je vous jure que je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Ça a été très court. Hein. Vous vous rappelez, Pilet-Gola était grand et plus grand que moi, je regardais comme ça. Et il me dit « Je ne suis pas prophète, n'est-ce pas, M. Guillemin, je ne suis pas prophète. Vous êtes tranquilles, les Français, maintenant, parce qu'il n'y a pas encore la guerre. Mais si la guerre éclate, vous m'entendez, hein, si la guerre éclate, votre armée française, il a fait comme ça, votre armée française, elle sautera en l'air. Voilà. Mais il avait dit ça, votre armée française. Alors j'ai fait mon rapport. L'armée française qui devait sauter en l'air, je le comprends bien, elle était pourrie, cette armée, pourrie. Cette armée qu'on n'utilisait pas, l'ivrognerie, enfin l'alcoolisme, il faisait d'épouvantables ravages. On essayait d'occuper comme on pouvait les soldats, vous savez, on leur faisait planter des légumes et des roses sur la ligne Siegfried, et ils étaient toujours là à se dire, mais on nous a mobilisés par Haïti pour venir au secours de la Pologne. Ben, c'est loupé, la Pologne est écrasée alors qu'on rentre chez nous. Hein. Quand on les envoyait en permission, ils multipliaient les permissions à cause d'un souci démographique, vous comprenez. Alors ils revenaient des permissions un peu éreintées, et surtout ils revenaient pleins d'alcool. Alors le général Ruby lui-même dira dans un livre pourtant bien respectueux, après la guerre, nous avions été obligés d'établir dans les principales gares de triage des salles de déséthylisation. Admirable comme salle de déséthylisation pour l'armée française. D'autre part, les Français étaient tout de même stupéfaits de ce qui leur arrivait. Car presque toujours, lorsque un bataillon prenait la relève d'un autre bataillon dans les tranchées françaises, 3 à 4 heures après maximum, s'élevaient des tranchées allemandes. Bienvenue au 3e bataillon du 50e régiment d'infanterie. Les Allemands savaient immédiatement ce qui se passait dans la ligne française. Mieux encore, sur la ligne du Rhin, les Français et les Allemands sont séparés par le Rhin. Des fraternisations étaient autorisées par pas mal d'officiers français. Des commandos allemands venaient, on leur serrait la main et ils donnaient lecture aux soldats français des discours d'Hitler. Discours du 6 octobre, où Hitler avait dit « Mais je n'ai rien avec la France, jamais je ne commencerai une guerre avec la France ». Et des papillons tombaient d'avions allemands qui ne portaient aucune bombe, mais semblaient des papillons sur les lignes françaises, disant « Français, on vous trompe, ce sont les Anglais, ce sont les Juifs qui vous ont lancé dans cette guerre. Mais nous ne tirerons jamais les premiers », disaient les Allemands. Vous imaginez l'état d'esprit des soldats français. J'ajoute un tout petit détail, d'un autre ordre, mais fort intéressant, et qui m'a été confirmé. Je l'ai lu dans le livre de Fonvieille-Altier, Les Français pendant la Grande Guerre, et j'ai eu un témoin direct. Il s'agissait des soldats français qui étaient en bordure de la Suisse, vers Bâle. Et ces soldats étaient très étonnés de voir passer, venant de France et traversant Bâle pour aller en Allemagne, des trains entiers de bauxite. Ils avaient appris rapidement par les douaniers suisses que c'était de la bauxite, qui venait du midi de la France, en pleine guerre, et qui allait alimenter l'industrie allemande de l'autre côté. Alors ça leur donnait une drôle d'idée. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Alors on va se faire casser le pipe, tandis que des industriels ou des gens des mines sont en train de gagner de l'argent en armant l'Allemagne. Alors c'est pas très surprenant ce qui va se passer le 10 mai. Ah, j'ai oublié de vous dire que Je suis partout qui prêchait, non pas la soumission, il serait fait mettre en prison, mais qui prêchait la paix. Je suis partout était abonné au foyer du soldat par une quantité considérable d'officiers. Les officiers français estimaient que c'était le meilleur journal pour le moral des soldats, si bien que les foyers du soldat avaient déjà 300 abonnements à Je suis partout et qu'il y en avait 300 autres qui étaient prévus pour le second semestre de l'année 1940. Quand, le 10 mai 1940, Hitler attaque. Vous savez comment il va faire? Ce plan était assez génial et il semble que ce soit lui, Hitler, qui l'ait conçu. Il va se jeter sur le Luxembourg, la Hollande et la Belgique. Immédiatement, la Belgique étant attaquée, appelle au secours les Franco-Anglais. Les Anglais vont débarquer et les Français vont faire mouvement. C'est-à-dire que les troupes, une partie des troupes qui étaient des lignes Maginot vont sortir de la ligne Maginot et vont monter vers le nord à travers le territoire belge pour essayer de résister vers Dinant ou vers Liège. Liège, c'est pas possible, c'est déjà enlevé, mais sur une ligne peut-être, oui, aux environs de Dinant. Par conséquent, le front français va être décalé. Il va y avoir, dans la région de Sedan, la charnière. À partir de Sedan, du côté du sud, la ligne Maginot, les Français ne bougent pas. Puis de l'autre côté, à partir de l'articulation de Sedan, cette armée qui se déplace. Alors Hitler va lancer une offensive sur cette charnière de Sedan, tout en faisant semblant de continuer à avancer. Il ne fait pas semblant, mais il attaque du côté des Anglo-Belges. Donc les Français vont envoyer le plus grand nombre possible d'effectifs en Belgique, et lui qui va casser le dispositif à Sedan pour aller prendre par le sud, et va les fermer dans une nasse qui aboutira, comme vous le savez, à Dunkerque. Là, il faut tout de même que je vous donne un détail très peu connu, qui est toujours dans le fameux livre d'enquête si révélateur et que personne ne lit. Qui était responsable du secrétaire de Sedan? Un certain général Hunziger.
J'avais eu l'honneur d'être reçu à sa table lorsqu'il commandait les forces du Levant, lorsque j'avais fait une conférence à Beyrouth en 1938. Hunziker est responsable. Pierre Tétinger, l'ancien chef des Jeunesses Patriotes, donc un Français insoupçonnable, qui était député et qui était membre de la commission de la défense nationale, avait obtenu l'autorisation, il avait demandé à faire une inspection sur le front. Un député a toujours le droit de faire une inspection. Il était précisément allé dans la région de Sedan. Et le 8 mars 1940, il avait remis son rapport à Gamelin, chef suprême des forces françaises, pour dire ce qu'il avait vu dans la région de Sedan. Il ne se doutait pas que ça allait être la région la plus vulnérable. Et il avait dit, il faut que je vous signale, mon général, que les fortifications dans la région de Sedan, il est insuffisant de dire qu'elles sont rudimentaires. Il faut dire qu'elles sont embryonnaires, disait M. Tétinger. Gamelin reçoit ça et expédie naturellement cet avertissement grave, cette remarque blessante à Hunziker. Et j'ai la réponse d'Hunziker, qui est dans le dossier. Hunziker hausse les épaules, dit « ce civil qui se mêle de ce qui ne regarde pas. Il n'y a rien à modifier dans le système défensif français dans la région de Sedan. » Ben, c'est cependant là que le dispositif français va en effet voler en éclats. Ajoutons, si vous voulez, que les pauvres soldats français ne connaissaient pas ce que c'était que les Stuka, et l'état-major français aurait dû le savoir, puisque les Stuka avaient déjà travaillé en Espagne, où ils s'étaient exercés, et venaient de travailler en septembre en Pologne, et qu'on aurait peut-être pu habituer les recrues françaises à se planquer lorsqu'arrivaient du ciel des avions en piqué dans un bondissement terrible, dont les charges n'étaient pas grandes, elles ne faisaient pas beaucoup de dégâts, ils ne tuaient pas grand monde, mais ils terrifiaient ces gens. La première ligne française va être épouvantée, je les comprends, enfin, par cette nouvelle forme de guerre, la panique. Mais ce qui est beaucoup moins explicable, c'est que les 55e et 71e divisions, qui sont à 10 km en arrière et qui ne sont pas engagées, vont également se dissoudre et se liquéfier. Ces divisions fondent. Les officiers du reste s'en vont. Des quantités d'officiers saisissent des voitures, soit des voitures militaires, soit des voitures de civils, plantent là les soldats et disparaissent dans la nature. Et les soldats de la 55e et la 71e fuient jusqu'à Reims. C'est vous dire que le front français n'existe plus. En 48 heures, il n'y a plus de front français. M. de Monterland, qui en était, va raconter dans ce solstice de juin, j'ai vu des ordres de repli signés de signatures illisibles et qui étaient certainement allemandes, dit-il. Je suis prêt à croire qu'il y avait des Allemands déguisés en soldats français dans nos lignes, les mêmes soldats allemands qui renseignaient l'ennemi sur la présidence du 37e bataillon et qui, ce jour-là, au moment où l'offensive se déclenche, mettent tout en œuvre pour créer la panique et pour obtenir des replis avec des fausses des signatures illisibles. Toujours est-il qu'en effet, c'est fichu, quoi. Le 15 mai, Paul Reynaud télégraphie, un téléphone à Churchill et lui dit « les Allemands, ils passent en masse, nous sommes perdus ». Churchill ne veut pas s'affoler à ce point et dit « écoutez, je resterai demain à Paris ». Il arrive le 16 mai 1940, 16 mai 40, et à ce moment-là, on apprend une nouvelle admirable, on la croit admirable. Les Allemands qui fonçaient dans la direction de Laon avec leurs tanks cessent de marcher sur Paris, et Gamelin venait de dire « je ne garantis plus la sécurité de Paris », et au lieu de viser Paris, les voilà qui partent vers l'ouest. On ne comprend pas tout de suite l'habileté de leur démarche, que vous avez déjà compris, je l'ai indiqué. Ils vont avancer jusqu'à la Manche et enfermer dans un grand filet, dans une nasse, les troupes franco-anglaises du Nord. Pour l'instant, Paris est libéré d'une menace immédiate. Alors on respire un petit peu, et croyant bien faire, mais je mets un point d'interrogation, croyant bien faire, Paul Reynaud, ce 16 mai, s'adresse au maréchal Pétain et lui demande de venir prendre part au gouvernement. Dernière partie de mon exposé. J'ai vécu, comme tous les Français de 40, dans l'idée que le maréchal Pétain était un très vieil homme qui ne s'était jamais occupé de politique et qui, voyant son pays menacé, mettait sa personne à la disposition de la France. Je fais don de ma personne à la France. D'autre part, s'il eut des accointances avec M. Laval, il fallait bien, il ne connaissait rien à la politique, et ce M. Laval se trouvait à être à Bordeaux au mois de juin, quand le gouvernement va s'y réfugier, et c'est là que le maréchal Pétain prendra ce qui se trouve, M. Laval, ce qui se met à sa disposition. Tout ça est une idée fausse. Le maréchal Pétain est un homme qui fait de la politique, et la politique la plus précise, depuis 1934. Ajoutons que le maréchal Pétain avait été 2 fois déjà sollicité dans le gouvernement. Lorsque la guerre a été déclarée en septembre, Daladier a essayé de faire ce que Viviani avait fait en août 1914. Rappelez, la France entre en guerre en 1914, c'est la gauche qui est au pouvoir, pour montrer que c'est une union nationale et que toute la France se bat. Viviani avait constitué un gouvernement où vont entrer bientôt des représentants de la droite elle-même. Cette droite catholique qui n'était plus au pouvoir depuis 1876 et qui revient du reste ravi en 1914. Enfin, union nationale, quoi. Daladier essaye la même chose. À ce moment-là, le maréchal Pétain était ambassadeur à Madrid. Daladier lui envoie un télégramme en disant « Nous souhaitons beaucoup la présence d'un homme de votre prestige
dans le gouvernement de guerre français? Et Pétain répond non. Deuxième demande à Pétain en janvier 1940, venez, c'est important que vous soyez là. Réponse non. Le 16 mai, lorsque pour la troisième fois il est convoqué, il dit à son officier d'ordonnance, le capitaine Bonhomme, dont le carnet intime, enfin l'agenda, a été publié en 1955, il dit « La guerre peut être considérée comme perdue, j'accepte ». C'est dans la mesure où la guerre peut être considérée comme perdue que Pétain va entrer au gouvernement. Pour y faire quoi? De la politique intérieure. Cette politique intérieure, il n'avait pas cessé de la faire depuis 1934. Jusqu'en 1934, il ne s'était pas occupé de politique. Et tout à coup, le 7 février 1934, au lendemain de la terrible aventure que je vous ai racontée tout à l'heure, le Doumergue, qui prend le pouvoir, fait appel à Pétain. C'est curieux de faire appel à un militaire dans une affaire qui était de politique intérieure. Si en 1934 la France avait été menacée, on comprend bien qu'on fasse appel à un militaire. Non, c'est une affaire intérieure. Pourquoi fait-on appel à Pétain? Parce que Doumergue savait déjà que la seule présence de Pétain au ministère calmerait les ligues. Ces ligues si menaçantes, qui avaient annoncé qu'elles allaient refaire une journée encore plus violente le 7 que le 6, ces ligues ne feront plus rien parce qu'ils auront un ami, en la personne du maréchal Pétain, au pouvoir. C'est donc en qualité de représentant de la droite, en qualité d'homme bien vu des ligues, que Pétain a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est entré au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, presque rien, vous savez, presque rien. Il va d'abord se mêler de ce qu'il ne regarde pas, en faisant quelque chose qui n'est pas du tout correct, paraît-il. Un ministre n'a jamais à s'occuper de ce que fait un autre ministre qui est souverain dans son département. Or, Pétain va envoyer deux notes de sa main au ministre de l'Éducation nationale, ça s'appelait encore instruction publique à ce moment-là, pour lui dire, pour appeler son attention sur ce qui se passe dans l'enseignement français, de quoi se mêle Maréchal Pétain. Et il dit, il y a des enseignants, en particulier des instituteurs, qui se conduisent très mal, qui apprennent des idées très mauvaises aux jeunes Français, je vous demande de surveiller de près les instituteurs. C'est Pétain qui fait ça. Et deuxièmement, je vous passe sur une troisième, il a fait faire remplacer Chéron par Lemery, enfin c'est pas important. Mais ce qui est très important, c'est quand Barthou est tombé du pouvoir. Il n'est pas tombé, il est mort. Vous savez probablement que Barthou a été tué, presque par erreur, le 9 octobre 1934, lorsqu'il avait reçu le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, qui venait en visite officielle à Marseille. Un terroriste yougoslave avait tiré sur Alexandre Ier, qui avait été tué, mais Barthou, qui était à côté, dans la voiture, avait lui reçu 2 balles. On ne l'a pas soigné assez tôt, et le malheureux Barthou est mort. Il s'agissait de le remplacer. Qui allait-on mettre aux affaires étrangères? On sait aujourd'hui que le maréchal Pétain, qui prenait peu de part aux conversations ministérielles, s'était levé pour dire il n'y a qu'un nom évident pour les affaires étrangères, c'est Laval. Il faut donc savoir que le 14 octobre 1934, lorsque Laval arrive aux affaires étrangères pour y remplacer Barthou, c'est par la volonté expresse de Pétain. Bon, le gouvernement Barthou, le gouvernement Doumergue ne dure pas longtemps, il tombe en octobre. Le 3 décembre 1934, je tiens ça d'Isorny, dans son bouquin de 1971, premier livre sur le maréchal Pétain, vous savez qu'Isorny est le défenseur de Pétain et qu'il l'adore. Ben, c'est Isorny lui-même qui nous raconte ceci. Le 3 décembre 1934, le festin, le banquet annuel de la Revue des Deux-Mondes. La Revue des Deux-Mondes, c'est ce qu'il y avait de mieux comme revue convenable. Bon, il y a toujours un banquet annuel, mais cette année, c'était particulièrement important parce que l'hôte d'honneur était le maréchal Pétain. Et M. Isorny, ne se rendant pas exactement compte de ce qu'il dit, le maréchal était venu curieusement, non pas en tenue de maréchal, mais en tenue de chef d'État, en frac, avec un paston blanc barré du grand cordon de la Légion d'honneur. Il y avait l'élite de Paris, écrit M. Isorny, je pense bien, il y avait le cardinal Bourdigard, il y avait M. Chiappe, enfin il y avait Abel Bollard, tout ce qu'il fallait. Et devant cette association d'élite, le maréchal Pétain a fait un discours politique. C'est Isorny qui le reconnaît, un discours politique, entièrement centré sur l'éducation nationale, et en disant c'est le devoir absolu des Français de penser à ce qui se passe chez les instituteurs. Les instituteurs français sont en train de détruire la sève de la France. Et il disait d'autre part, il faut que l'école soit une préparation à la caserne, et que la caserne soit le couronnement des études. Voilà ce qu'annonçait le maréchal Pétain. Et bien il va continuer à faire de la politique, tellement qu'il va intervenir même dans la politique extérieure française, alors qu'il n'accordait jamais d'interview, et qu'entre les 2 tours des élections, du scrutin pour le Front Populaire, entre le 27 avril, je ne me rappelle plus, et le 8 mai, enfin entre avril et mai, c'est-à-dire entre le premier et le second tour des élections qui vont donner la victoire au Front Populaire, il accorde, pour la première fois de sa vie, une interview à un quotidien qui s'appelait Le Journal. Et là, il dit qu'il y a un grand danger qui menace la politique extérieure française, c'est le pacte franco-soviétique, et qu'un Français soucieux des intérêts de la France ne doit pas permettre qu'à la France ait le moindre contact avec la peste soviétique. Donc le maréchal Pétain, qui, lorsqu'il sera au pouvoir, dira « Nous avons été battus parce que nous n'avions pas assez d'enfants. » Il n'en avait point. Pas assez d'armes, nous verrons. Et pas assez d'alliés.
le maréchal Pétain refusait l'allié russe qui était tout prêt à nous aider. Le maréchal Pétain va en faire encore mieux. Il va essayer un discours pour je ne sais plus quelle commémoration de Verdun, je crois, sous Blum. Et Blum sera obligé, il avait demandé naturellement de voir le discours qu'allait prononcer le maréchal Pétain, de couper une phrase. Car dans ce que voulait dire le maréchal Pétain, il y avait une phrase très curieuse, alors que Pétain avait été autrefois un de ces super patriotes qui disait attention à l'Allemagne. Voici qu'en 1936, en juillet 1936, alors que l'Allemagne est le danger que vous savez, Pétain demande pourquoi les mains ne pourraient pas se tendre au-delà du Rhin. Deux peuples de vieille civilisation sont faits pour s'entendre. Ils n'étaient pas faits pour s'entendre lorsque c'était Weimar. Mais tout à coup, maintenant que c'est Hitler, Pétain ose dire ça. Blum est obligé de lui couper ce paragraphe. Colère de Pétain qui refuse le 14 juillet d'être aux côtés de Blum dans le défilé officiel quoi, des troupes le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il refuse. En tant que maréchal, il était toujours là, bien sûr, c'était ce qu'il y avait plus eu en France. Il ne veut pas se trouver à côté de Blum. Mais voici maintenant deux documents. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose avant. J'ai oublié de vous dire que Gustave Hervé, qui était l'antimilitariste d'autrefois, qui avait dit, vous savez, en 1905, qu'il fallait planter le drapeau dans le fumier, et qui s'était converti au nationalisme en 1814, et qui dirigeait un journal qui s'appelait La Victoire, avait fait au début de 1936 une série d'articles qui se concluaient tous par « Il faut que Pétain prenne le pouvoir, nous voulons Pétain au pouvoir ». Et dans un de ces articles, Hervé disait prophétiquement « C'est lui qui acceptera de serrer la main que le chancelier Hitler nous tente en vain depuis 3 ans ». Signé Gustave Hervé, avril 1936. Et maintenant, voici les deux documents que M. Izorni, qui les connaissait pourtant, a soigneusement cachés dans son livre. Le premier document a été révélé par les Américains lorsqu'on a publié les archives secrètes de la Wilhelmstrasse. Ce premier document est du 14 avril 1937. Le général von Faupel est le premier représentant officiel qu'Hitler a envoyé à Franco. C'est à Burgos. À ce moment-là, la guerre d'Espagne n'est pas terminée et Franco est à Burgos. Alors, ce 14 avril 1937, l'ambassadeur d'Allemagne, von Faupel, écrivant à la Wilhelmstrasse, dit « Une information importante vient de m'être communiquée par Serrano Suñer, qui était le ministre de l'Intérieur, si je me trompe bien, ou des Affaires étrangères, enfin un des collaborateurs premiers de Franco. Vous m'entendez, hein? C'est von Faupel écrivant à la Wilhelmstrasse, et qui dit « Je tiens de Serrano Suñer qu'actuellement, dans la clandestinité, se prépare en France, entre le maréchal Pétain et Pierre Laval, un gouvernement national. » On sait ce que veut dire le mot gouvernement national. Idée qui intéresse beaucoup le général Franco. Ça, premier document. Deuxième document, 18 mars 1938. Celui-là a été révélé, toujours par des archives américaines, papier saisi en Italie quand les Américains sont entrés à Rome, publié par M. Max Gallo dans son livre de 1970 qui s'appelle 5e colonne. 14 mars 1938. Cette fois, c'est Giobbe, je sais pas comment, G-I-O-2-B-E, Giobbe, je crois qu'il faut dire, hein. Giobbe, qui est l'abbesse italien à Paris, le correspondant personnel de Mussolini à Paris. Giobbe a une correspondance directe avec le Duce qui ne passe pas par Ciano, hein, pas par la valise, si ça passe par la valise, mais pas par les affaires étrangères, ça va directement au Duce. Le livre reproduit la photocopie du document, dactylographié. Et dans le coin supérieur gauche, il y a le M de Mussolini indiquant que ça a été lu par le Duce. Et bien, qu'est-ce qu'il disait donc, ce Giobbe, le 18 mars 1938? Hier, 17 mars, disait-il, j'ai eu un entretien très secret avec le président Laval, qui m'a dit que la préparation de son gouvernement avec le maréchal Pétain est en très bonne voie. Là, vous avez donc deux documents, l'un de 37 et l'autre 38, indiquant de la manière la plus formelle qu'il y avait une accointance secrète entre Laval et Pétain pour faire de la politique intérieure et pour faire un gouvernement national, c'est-à-dire naturellement antisocialiste. Vous savez d'autre part que, vous ne savez pas, que le 18 avril 1937, donc quelques jours après la dépêche de Faupel, 18 avril 1937, dans une correspondance privée de Pétain à Doumergue, Pétain disait à Doumergue, pourrons-nous un jour rétablir l'ordre? En avril 1937, désordre, il n'y a aucun désordre à Paris. Si, il y a le gouvernement de Front Populaire, qui est en lui-même un désordre. Hein. Pourrons-nous jamais rétablir l'ordre sans faire couler le sang? Point de suspension, c'est-à-dire que s'il faut faire couler le sang, on le fera couler. Hein. Et enfin, le 10 octobre 1938, à une de ses anciennes maîtresses, Mrs. Pardee, l'américaine, P-A-R-D-E-2-E, Pétain écrivait « La politique intérieure en France doit changer sous peine de mort, mais les Français n'ont pas encore assez souffert. » Vous avez entendu? La politique intérieure française soit changée sous peine de mort. Et bien, quand il accepte d'entrer au pouvoir parce qu'il sait que la guerre est perdue,
Cet homme qui a annoncé publiquement « Je n'ai jamais lu un seul journal de ma vie, sinon l'Action française », et qui décorera d'une francisque d'or M. Maurras avec la dédicace que voici sur le recueil de ses premiers discours au plus français des Français, le maréchal Pétain, qui connaissait bien Maurras et qui l'avait lu de près, devait se souvenir de ce que Maurras, à la page 556 de son enquête sur la monarchie, avait écrit. Faut-il éviter de se dire que l'ennemi intérieur pourra être un jour accablé de ses fautes et que nous pourrons profiter d'un instant de stupeur pour nous débarrasser de lui. Mais il était là, l'instant de stupeur. Les Français étaient commotionnés par la défaite, on allait pouvoir faire la révolution nationale. Mais je n'ai pas fini. Il y a quelque chose de bien plus grave dans ce que j'ai à vous raconter. Et qui pose devant moi encore aujourd'hui un problème. Je sens bien comme je voudrais le résoudre, mais c'est tellement affreux que je n'ose pas. Alors je vais vous soumettre les faits. Le 1er mars, je crois, attendez que je vous dise ça avec précision. Le 1er mars 1935, dans la Revue des Deux Mondes, Pétain avait... 1er mars 35, dans la Revue des Deux Mondes, Pétain avait publié un article extrêmement important sur les problèmes militaires. Il avait confirmé, c'est dire, le 8 avril 1935, dans ce discours à l'école de guerre. Discours à l'école de guerre. Nous possédons les deux textes. Ces textes sont très beaux, et on peut vraiment dire que ce très vieil homme n'était pas sclérosé. Parce que la grande idée de Pétain là-dedans, c'était de dire « Attention, ne commettons pas, dans la prochaine guerre inévitable, disait-il, ne commettons pas l'erreur que nous avons commise en 1914. Nous avons été battus au début de 1914 parce que nos généraux faisaient la guerre de 70. Mais il ne faut pas que dans la prochaine guerre, nous fassions la guerre de 1914. Tout a changé, disait-il. Et en particulier du côté des chars et du côté de l'aviation, il y a des transformations telles que le visage de la prochaine guerre ne ressemblera en rien au visage de la guerre ancienne. Les chars sont capables, disait-il, de décider du sort d'une guerre. Quant à l'aviation, si elle est jointe à l'infanterie pour essayer de percer les défenses de l'adversaire, elle peut donner des développements imprévisibles. Vous entendez? C'est Pétain qui dit ça en mars et avril 1935. Bravo! Or, le même maréchal Pétain, après avoir refusé la permission à son ami le général Chauvineau de publier en 1935 un certain livre dont Chauvineau lui avait donné le projet, va autoriser, non seulement autoriser Chauvineau à publier son livre, mais va faire une préface à ce livre qu'en 1935 Pétain avait récusé. Ce livre du général Chauvineau va paraître au printemps 1939 et s'appelle « Une invasion est-elle encore possible ?» Pour conclure, aucune invasion n'est possible, car la faillite des chars est éclatante. Quant à l'aviation, elle ne peut avoir aucun rôle, elle ne peut que surveiller l'arrière. Pétain préface un livre monstrueux, dont il sait qu'il est monstrueux, puisqu'il renverse ce que Pétain lui-même avait dit en 1935, et cependant, en 1939, il le bénit de sa propre autorité, le fait lire aux Français pour leur dire « les chars, ça ne compte pas, l'aviation, ça ne compte pas ». Alors ma tentation, c'est de me rappeler la phrase que je viens de vous dire à Mrs. Pardy, où le 10 octobre 1938, il dit « les Français n'ont pas encore assez souffert ». J'en viendrai donc à conclure que le maréchal Pétain lui-même souhaitait un désastre militaire de France afin de pouvoir faire sa politique. Ce qui ne veut pas dire dans ma pensée que c'était un homme monstrueux. C'est un homme qui est fasciné par la politique intérieure et qui se persuade en conscience que la France est détruite par le Front populaire et par le socialo-communisme. Un homme qui dit le seul salut de la France, même s'il faut en passer par cette chose affreuse qui est un désastre, le salut de la France dans un reversement politique. Je vais faire ma politique, à moi, qui est la politique de Maurras, et la politique de Salazar. Je vais faire cette révolution nationale qui, en ces termes mêmes, avait été demandée 2 fois en 1936 par M. Caxotte dans Candide. Et qu'est-ce que c'est que la révolution nationale? C'est l'application des idées de Maurras. Alors on va le voir, en effet, qu'il va obtenir rapidement de l'Allemagne cet armistice qui comble des vœux d'Hitler, parce qu'il y a maintenant un gouvernement français sur une petite partie de la France qui va faire la politique de l'occupant, ce qu'il n'a pas pu obtenir ailleurs, Hitler. Dans toutes les autres nations qu'il a occupées, les gouvernements sont partis à l'extérieur. La Hollande est à l'extérieur, les Belges sont à l'extérieur, les Yougoslaves, en 1941, sont à l'extérieur, le gouvernement polonais est à l'extérieur. Seul le gouvernement français, grâce au maréchal Pétain, va rester là pour faire lui-même la politique de l'ennemi. Quel prodigieux avantage, disait Hitler à Mussolini. Il dit, mais il nous épargne 15 divisions, Pétain, en se mettant à ma disposition. Bon, alors cet armistice est fait, il s'agit maintenant de renverser la République, on le fera grâce à M. Laval. Laval est arrivé à Bordeaux, où j'étais, où je l'ai vu tous les jours travailler, à partir du 15 juin. On va obtenir que la Chambre elle-même accepte que plein pouvoir soit remis au maréchal Pétain, plein pouvoir de faire une nouvelle constitution. Alors c'est le renvoi du président de la République, oui, le malheureux Lebrun, quoiqu'il ne soit jamais annoncé comme démissionnaire, sera pratiquement démissionné,
puisque le maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, décide on va faire une nouvelle constitution que j'organiserai moi, puisqu'il dit nous, Philippe Pétain, maréchal de France, employant un terme de monarchie. Et comme dernière conclusion, comme dernière forme, comme détail que je vais vous apporter, c'est une phrase que je trouve extrêmement éclairante, que M. René Benjamin, fidèle disciple du maréchal, nous rapporte avec componction. Il dit, j'ai entendu le maréchal dire devant moi en 1841, le régime des successions en France était bien plus grave que la défaite. Voilà, messieurs, dames, j'ai fini ma petite démonstration.